Donc bonjour à tous, y compris à ceux qui nous suivent en direct, et bienvenue au Business Pôle de Sophia Antipolis dans la salle d'Unida. Donc bienvenue à cet atelier animé par Elsa Cargill de la société Régal, donc qui est une des lauréates d'initiative agglomération Sophia Antipolis, donc qui est une plateforme de financement. Merci aussi à François Clergeau et à toutes ses équipes, notamment Laure Fagard, de nous accueillir ici. Vous retrouverez tout le programme des animations sur le site YouTube d'initiative agglomération Sophia Antipolis, donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc Elsa, je te laisse démarrer. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu ta carrière, notamment professionnelle ? Bonjour. Enchantée d'être ici. Bonjour, je m'appelle Elsa Cargill. Donc, effectivement, comme l'a dit Xavier, j'ai créé la société Régal. Alors, ça fait 1 an que la société est en développement. J'en parlerai peut-être un peu plus en profondeur plus tard. Je suis passée en comité initiative cet été, lauréate donc depuis cet été. Je suis à mon compte depuis 6 ans. 5 ou 6 ans, je ne sais plus, on perd le fil des années, dans le domaine de la communication, art de vivre, gastronomie, art de vivre, c'est un terme qui est toujours un petit peu, on ne sait jamais ce que ça veut dire, mais on va dire ce qui tourne autour de l'hospitalité, de la gastronomie, de la restauration, etc. Dans ce domaine-là, en réalité, depuis une dizaine d'années, à mon compte depuis à peu près 6 ans, et le projet Régal est la continuité d'une démarche dont je vais vous parler aussi. Donc, ce projet-là, on va dire, existe depuis 1 an. Donc, le sujet du personal branding, pour moi, a été hyper important parce que je bifurque en fait d'activités depuis 1 an, mais en même temps, mes activités sont similaires et se correspondent et se complémentent. Donc, c'était super important pour moi de m'investir dans ce sujet. Encore une fois, je viendrai plus en profondeur dans ce que j'ai mis en place pour développer ça un petit peu plus tard, parce que j'aimerais d'abord qu'on aborde le sujet, qu'on en parle globalement ce que c'est en tant que concept et rentrer un petit peu plus dans les détails et même interagir ensemble, savoir en fait à qui je parle, dans le sens où peut-être qu'il y a des éléments que je vais pouvoir approfondir en fonction de vos besoins. Donc je reviendrai sur mon sujet, mon cas particulier en tant que peut-être case study un petit peu plus tard dans la présentation. Mais en attendant, donc comme on le sait, c'est un sujet qui depuis peu, mais quand même depuis un petit moment maintenant, peut être super important pour le développement d'un entrepreneur, d'une entreprise, de ses équipes. Voilà, c'est un petit peu presque essentiel maintenant d'être présent sur les réseaux. Et je suis la première à être assez discrète et pudique sur ma vie, donc c'est un sujet en plus qui peut être difficile quand on veut se mettre en avant, mais essayer de ne pas peut-être dévoiler sa vie privée. Voilà, ça on en parlera aussi. Donc ce que je propose, vu qu'on est en plus en petit comité, c'est qu'on fasse un petit tour de salle si ça vous convient. Comme ça, moi, je sais à qui je m'adresse aussi. Peut-être que vous allez avoir des éléments sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer au cours de la présentation. Donc si ça vous va, je vous passe un par un le micro et vous me présentez peut-être votre personne, votre activité et en quoi le personal, surtout en fait en quoi le personal branding vous intéresse et quelle perception vous aviez du sujet jusqu'à présent. Donc Aurélie, donc moi je suis présidente de la société Skill Enjoy. C'est une société qui organise des team building pour les entreprises à partir de 8 personnes. Voilà. Donc là pour l'atelier, justement, je sais pas trop ce que ça cache derrière. Je suis pas trop une communicante non plus, donc je viens voir un petit peu ce que c'est, comment capitaliser dessus et comment après bien me servir de la marque après pour mieux se vendre aussi. 1, 2, 3. Parce que jusqu'à présent, là, vous êtes présent, vous, en tant que personne et en tant qu'entreprise, sur les réseaux ou pas trop encore ? Alors, j'essaye. Depuis 1 mois, on va dire, 1 mois et demi, j'essaye d'être présente au moins sur LinkedIn et de faire des posts au moins 1 fois par semaine. C'est bon. Déjà un super début. Voilà, j'essaye. On en parlera, mais c'est déjà super. Merci. Il faut dire pourquoi on est là. Oui, pardon, vous avez peut-être loupé. Je disais que ça pouvait être sympa, en fait, de faire, vu qu'on a un petit comité, en plus de faire un petit tour de table. Moi, je vais évidemment parler du concept de façon large, mais si je sais à qui je m'adresse, peut-être qu'il y a des points sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer. Et puis même, ça rend l'atelier un petit peu plus interactif si on sait qui on est tous. Donc moi, je suis Marion Flao. Alors, j'ai 2 projets. Ça s'appelle Revivre by MF, l'entreprise.
il y a une marque de vêtements de prêt-à-porter pour femmes où tous les vêtements sont créés à partir du vestiaire homme. Donc, c'est de la revalorisation de textiles pour créer sans impact. Et je lance une ligne d'uniformes éco-responsables, donc basée sur le même principe, zéro impact, pour les hôtels en particulier et toutes les entreprises. Je suis présente donc sur Insta pour la marque de prêt-à-porter forcément, et sur LinkedIn un petit peu aussi. Et ça va être de plus en plus avec les hôtels parce que mes clients maintenant peuvent y être, et les entreprises. Donc peut-être que le sujet vous intéresse de plus en plus parce que vous avez identifié une cible. Alors en plus, j'aime bien LinkedIn, donc j'aimais bien m'exprimer sur LinkedIn. Mais oui, en plus, oui. Ouais, bah ça, c'est un sujet que je vais aborder parce que on a peut-être tous l'impression que c'est une énorme tâche de faire du personal branding, mais ça peut devenir un plaisir. Ah oui, oui. Ouais, moi, après, je suis c'est d'accord avec difficile. Le premier poste, il était trop difficile, mais j'étais très fière et très contente. Merci. Bonjour, moi je m'appelle Morgane Farsi, je suis président et cofondateur de la startup OmniShape. On fait une solution de prévention de la sédentarité en entreprise par le sport santé. Moi je suis là par curiosité un petit peu. On a commencé, nous on est présent sur Insta, LinkedIn et on a commencé depuis peu à essayer de se mettre en avant, notre propre personne. Parce que les gens, je pense qu'ils ont envie de savoir un peu ce qu'on fait en tant qu'entrepreneur. Les difficultés qu'on rencontre, parce qu'il n'y a pas que des bonnes choses quand on est un entrepreneur. Donc, on essaie de s'exprimer un petit peu sur plusieurs sujets, aussi nos réussites. Et voilà, là, c'est un peu par curiosité, savoir comment bien le faire. Donc, je pense que c'est ça qu'on va aborder ensemble. Ouais, ce côté partage de l'expérience humaine qui est devenue super importante. Ouais, c'est ça. Parce que les gens, que ce soit des produits ou des services, veulent comprendre l'histoire de la personne avant, on va dire, d'acheter ou de consommer, et ils seront encore plus attirés et encore plus. C'est de la fidélisation aussi, d'avoir des clients qui vont comprendre la marque, l'ADN, etc. Et oui, tout le storytelling qu'il y a derrière, au fait. Exactement. Parce que, moi, je fais cette aventure avec mon frère qui est juste ici, donc il va se présenter. Et donc, du coup, on essaie aussi de s'exprimer là-dessus. Il y a plein de gens qui nous disent c'est cool, vous faites une aventure aussi en famille. Donc, on essaie de le mettre en avant, montrer aussi ce qui est bien, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire quand on est en famille dans une aventure. Oui, super. Bonjour, donc comme Morgane l'a dit, donc je suis son frère. Moi, je suis le docteur Farsi Emmanuel, donc je suis médecin et je suis également donc directeur général de la société OmniShape. Donc moi, le personal branding, j'avoue que je connaissais pas trop jusqu'à il y a quelques semaines, quelques mois, parce que Chelsea, notre chargé de communication, nous a dit que c'était très très important qu'on mette en avant, en plus de ce qu'on fait sur la société, aussi nos profils personnels. Moi, j'ai un profil plutôt atypique parce qu'il n'y a pas tant de médecins entrepreneurs qui font du moins des startups. C'est surtout, en général, quand ils ont des doubles parcours, c'est plutôt des chercheurs. Donc, elle m'a dit que je pouvais notamment me différencier par ce profil un peu atypique. Et puis, j'ai commencé à le faire depuis quelques semaines et j'ai vu effectivement que ça intéressait les gens de comprendre pourquoi je m'intéressais à faire une solution de prévention en plus de mon activité de médecin curateur. Et donc, voilà, donc je suis là aussi pour, comme l'a dit Morgane, en savoir un peu plus et savoir comment je peux améliorer véritablement, le mettre en place de manière optimale. Ok, super. Très bon conseil de la part de la chargée de communication. Du coup, bonjour. Donc, moi, je m'appelle Chelsea. Donc, je suis chargée de communication en alternance pour OmniShape depuis juillet. Et forcément, c'est mes études, la communication actuellement, je suis en Master 2. Donc, le personal branding, j'ai eu des cours dessus. Maintenant, est-ce que moi, je l'applique? Pas du tout, en toute honnêteté. Parce que je sais que je conseille de l'appliquer, mais je ne l'applique pas parce que je sais que je n'ai pas forcément le temps et que derrière, je préfère aussi fournir en fait du contenu qualitatif plutôt que de créer du contenu juste pour créer du contenu. Moi, personnellement, ça me fait plus perdre de temps qu'autre chose. Donc, c'est vrai que j'attends un petit peu d'avoir vraiment le temps de m'occuper de mon personal branding. Et pour le moment, j'estime que ce n'est pas le bon moment, donc j'attends encore un petit peu. Et pourquoi je suis là? Déjà parce que j'aime bien participer à des ateliers avec mon entreprise, du coup. C'est super intéressant. Et en plus de ça, je pense que je vais quand même apprendre encore beaucoup de choses, parce que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre quand même en communication. Super. En fait, j'ai un point
à un moment de la présentation où on va parler de la fréquence, justement, qui peut être adaptée en fonction de son temps, de ses besoins, etc. Donc, c'est un point que tu soulèves qu'on abordera. Bonjour, Laura Luciani, j'ai une agence d'assurance, Generali, à Villeneuve-Loubet. Je suis présente sur Facebook, Twitter et LinkedIn. Par contre, je ne suis pas du tout régulière. Voilà, je fais des posts quand j'ai participé à quelque chose qui m'a intéressée et puis de temps en temps un peu d'assurance quand même aussi. Voilà, donc en fait c'est un petit peu ça que je suis venue chercher, c'est de voir comment améliorer ça et comment le rendre peut-être plus personnel que simplement diffuser des informations d'assurance et des activités que moi je pratique. Voilà. Ok, super. Bah, c'est aussi un point qu'on abordera, ce lien entre vous en tant que personne, parce que le lien avec votre travail et là où vous voulez que ça vous mène. Donc, on en parlera. Bonjour, Jean-Philippe Fournier, je suis le fondateur de Spectronit. On est une boîte dans les télécoms. On fait de la R&D, on fait des choses vraiment avancées en télécom. J'essaye de positionner la boîte au niveau des médias pour essayer de capitaliser sur ce travail qu'on fait et le faire connaître. Avec une première remarque, c'est que j'ai vu qu'il y avait des sociétés qui ont une enveloppe technologique beaucoup moins avancée que la nôtre et qui sont beaucoup plus actives sur les médias. Donc, j'essaye depuis juin de démarrer un effort de communication avec une agence de presse qui nous aide sur de la presse écrite et puis également des posts LinkedIn. J'en ai fait quelques-uns, mais en fait, je rejoins Chelsea. J'essaye de faire du qualitatif. Il y a un truc qui est super relou et que j'arrive pas, perso, que j'arrive pas vraiment à accepter, pas accepter, mais ce que j'ai pas envie de faire sur LinkedIn, c'est, ouais, je suis chef d'entreprise, ma vie elle est trop dure et je vais t'expliquer comment on fait, malgré tout. Et ça c'est le truc, c'est du bruit pour moi et ça c'est ce que j'aime pas trop. Donc essayer de trouver le bon créneau et la bonne fréquence sans vouloir poster toutes les semaines, mais essayer de faire un truc plutôt qualitatif. Voilà. Merci, oui. Alors, le ton qu'on prend dans les posts, c'est un sujet encore à part entière. Je comprends tout à fait ce que vous voulez dire sur ce sujet de... parfois, on voit des choses, soit les entrepreneurs, ils sont trop à dire voilà ce que j'ai réussi à faire, mais personne n'explique tout le cheminement qui a mené à ça et les difficultés qui en sont rencontrées. Soit c'est trop dur, etc. Donc, ça, on pourra l'aborder aussi. Moi, je conseillerais dans ce cas-là il y a beaucoup de personnes sur LinkedIn qui postent du contenu, on va dire, éducatif sur comment communiquer. Donc, voilà, on parlera de tout ça, mais c'est un sujet qu'on abordera. Merci. Oui, donc bonjour, Roland Gallo, je suis fondateur d'une société qui est spécialisée dans la distribution et la promotion des services aériens, du transport aérien. On travaille essentiellement avec l'écosystème des aéroports. Ma problématique aujourd'hui qui est en cours, c'est que j'ai créé 3 marques et j'ai besoin de retravailler, refondre cette stratégie de 3 marques, puisque je travaille en B2B, en B2C. Et l'idée, c'est de donner une nouvelle cohérence à tout ça pour prendre la parole efficacement sur les réseaux. Personnellement, moi, je me sens pas toujours à l'aise. Je vous rejoins un petit peu dans ce que vous disiez, hein, la prise de parole pour prendre la parole, c'est pas trop mon truc. Je préfère faire que de dire ce que je fais. Et puis, il y a cette histoire de storytelling. J'ai envie d'être profondément convaincu et fier de ce que je fais que de ce que l'équipe fait pour pouvoir dire, OK, je prends mon micro, puisque c'est plus ou moins le cas de le dire, et je vais le faire savoir. Donc, voilà. Mais c'est un chemin, donc je suis sur le chemin. Alors, donc on est rentré un petit peu dans les problématiques de chacun, mais on va déjà revoir le concept, pourquoi il existe, le développement, etc., avant de rentrer un peu plus dans les détails. Donc, le concept du personal branding, c'est vraiment la mise en avant d'une identité. Donc, en tant que personne, en tant qu'employé, en tant qu'employeur. De nos jours, le lien entre pro et perso, surtout quand on entreprend, est extrêmement fin. Donc, finalement, on a chacun des identités, des valeurs, des passions, des compétences, des expériences. Tous ces éléments-là font votre force. Et en fait,
seront ce dont vous allez parler pour vous promouvoir en fait en tant que personne, mais donc en tant qu'entreprise. Donc tout est relié. Vous allez donc avoir un positionnement qui est donc votre offre, mais aussi votre perception. Pourquoi vous faites ce que vous faites, qu'est-ce que vous pouvez apporter à votre marché, et tous ces éléments-là. Encore une fois, là, je vous parle très en big picture. On rentrera dans les détails au fur et à mesure. Là, on est vraiment sur le concept. La consistance. Donc, encore une fois, on va en parler plus en détail, mais c'est non seulement la régularité à laquelle vous allez communiquer avec votre audience, mais votre visibilité, c'est-à-dire votre identité, visuelle. Alors, typiquement, vous allez voir cette présentation, c'est pas du tout brandé ni donc ma première entreprise, Elsa Cargill PR, ni ma deuxième entreprise Régal. C'est une présentation qui est minimaliste parce que c'est un terme auquel je tiens et qui fait partie de mes valeurs en tant qu'entreprise sur mes 2 sociétés, donc en tant que personne et en tant qu'entrepreneur. Donc, cette présentation, elle sera super minimaliste. Enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais comme ça, vous comprenez un peu la perception en fait, que vous allez donner à votre audience. Votre narration, l'authenticité, comme on disait, le partage d'expérience, c'est tellement important de nos jours que notre communauté nous comprenne pour en fait finalement gagner des clients, les fidéliser. Aujourd'hui, les personnes consomment l'histoire d'une personne, l'histoire d'une entreprise. La personne, je vais prendre l'exemple d'un de mes clients de très longue date sur mon agence RP. C'est une marque de jeans française de Grasse que vous connaissez peut-être, c'est le jean 44. Ce jean-là a une forte histoire. Il y a d'autres jeans qui se positionnent sur le marché provençal. Là, on est sur l'authenticité de Grasse, sur des valeurs très fortes avec l'utilisation des méthodes de la parfumerie. Je ne vais pas rentrer, je ne vais pas vous faire la pub de cette marque, mais les valeurs sont fortes, l'histoire est forte. Elle va se positionner, enfin, je veux dire, le consommateur, s'il doit choisir entre acheter cette bouteille-là ou une autre, de nos jours, on est sur des consommateurs qui cherchent une histoire. Donc, cette force va les attirer. Et la présence, évidemment, sur les différentes plateformes. Donc, encore une fois, on va rentrer un peu plus dans les détails sur quelle plateforme choisir en fonction de vos besoins. Mais voilà, le concept du personal branding, c'est être présent en fait sur les diverses plateformes. Certaines plateformes ne seront peut-être pas utiles, et surtout si vous débutez, ça sert à rien d'essayer de se mettre sur tous les panneaux en même temps. Tant qu'à faire, y aller graduellement, petit à petit, choisir les plateformes phares et débuter comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que bon, la présence, elle est obligatoire. Pour revenir un petit peu sur... Oui. En fait, je suis désolé, mais je n'ai pas entendu la raison du pourquoi personnaliser la communication. Pourquoi Jean 44, c'est son fondateur ou son équipe dirigeante qui doit aller sur les réseaux et dire moi je suis le fondateur de Jean 44 et mon jean il est cool. Alors, pourquoi le fondateur a intérêt de faire ça ? Pourquoi tu ne positionnes pas la marque Jean 44 comme étant le jean fabriqué avec les méthodes grassoises versus, j'imagine, en personal branding. Donc, j'imagine que tu aides les gens de la société à se positionner eux-mêmes sur les réseaux. J'ai encore un peu de mal à... Oui, tout à fait. En fait, ça va juste multiplier la force de la marque. Alors, le jean... Le produit pourrait se positionner tout seul. Effectivement, il a son histoire, il vient de Grasse, il est fabriqué par des méthodes de fabrication artisanales, grassoises, des techniques de pointe, etc. Il y a tous ces éléments qui font la force du liquide et du produit. Simplement, si le fondateur ou la maître distilleur ou les commerciaux de la région, par exemple, font la promotion de leur personne, non seulement ça va donner de la force à la marque, parce que du coup, la clientèle potentielle ou existante va entendre parler de l'équipe et va être d'autant plus attirée par l'histoire humaine et authentique de cette marque. Et donc là, on a une double attirance vers la marque et pas uniquement vers un produit, mais vers une équipe et des gens et une histoire, plutôt que de juste travailler sur un produit. Ça a du sens ? Donc, au niveau des avantages de travailler son personal branding,
Évidemment, c'est un moyen, donc en fait finalement on rebondit sur exactement ce qu'on était en train de dire, de se différencier de la concurrence. Donc encore une fois, si on prend 2 marques de jeans provençales, la marque qui fait parler son équipe, qui explique l'histoire de pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui leur a donné envie d'être là, quelles sont les convictions, les passions, effectivement vont potentiellement fidéliser et attirer des clients plus qu'une marque qui parlera uniquement de son liquide. Parce qu'on rentre plus dans la profondeur, plus dans une histoire humaine, plus dans ce que recherchent en fait les consommateurs aujourd'hui. Ils recherchent une histoire, ils recherchent des valeurs, ils veulent consommer des choses qui les intéressent et vers lesquelles ils peuvent se connecter un peu plus. L'avantage, un autre désavantage du personal branding, évidemment, c'est aussi de générer des opportunités. Donc, c'est-à-dire, plus on va parler sur toutes les plateformes, plus vous allez attirer des partenariats de marque, des clients, des investisseurs, peu importe ce que vous cherchez, votre présence et votre discours va évidemment attirer du monde. Ça prend du temps. C'est pas sur votre premier post LinkedIn que vous allez attirer un client. C'est une construction. Mais imaginez aujourd'hui le nombre de personnes qui sont connectées sur les réseaux. Plus vous discutez, plus vous parlez, plus vous partagez, plus évidemment vous allez générer des opportunités en fonction de ce que vous allez dire et ce que vous allez attirer. Mais ça, on parlera aussi donc effectivement de ce que vous pouvez mettre en place en termes de vos objectifs, vos cibles, etc. Construire la confiance. Alors ça, c'est un élément peut-être un peu plus quand on rentre dans l'entrepreneuriat, mine de rien. C'est pas toujours facile d'avoir constamment confiance en soi. Le travail du personal branding, ça peut quand même aider à se rappeler de ses réussites. Parce qu'en fait, si on rentre dans le sujet du personal branding, vous allez commencer à parler de vous, de votre entreprise, de vos réussites, de vos difficultés, de vos échecs, de ce que vous avez surmonté. Toutes ces choses, mine de rien, c'est une manière de s'en rappeler, une manière de se dire « Ah oui, au fait, effectivement, j'écris ce post parce que je viens de réussir quelque chose, j'écris ce post parce que pendant 6 mois, j'ai cherché du financement et j'ai réussi à décrocher des prêts. » Et c'est une manière aussi de construire sa confiance. Et même en termes de visibilité en ligne, vous allez générer des interactions. Des personnes vont venir vous parler. Vous allez gagner en crédibilité. Donc, votre confiance en tant qu'entrepreneur ou même salarié va augmenter. Ça rebondit sur le point d'après, donc le développement du réseautage. Alors moi, je suis active sur LinkedIn depuis vraiment depuis 6 mois, légèrement depuis 1 an. C'est incroyable de nombre de contacts que je me suis fait en postant très régulièrement et en partageant, en commentant, en likant un peu moins de nos jours, ça suffit plus. Mais le réseautage, c'est vraiment... aujourd'hui, je sais que j'ai une petite communauté de personnes qui me soutiennent vraiment, juste de par le fait d'avoir posté, d'avoir interagi. En fait, c'est du networking en ligne finalement, comme on faisait à l'époque d'aller participer à des événements, d'aller boire des verres dans des after-work. Maintenant, ça se fait en ligne et le résultat est le même, voire encore plus fort, parce que ça peut aller encore plus vite. On rebondit encore sur le point d'après, donc c'est votre visibilité qui est impactée. Encore une fois, si on pense au nombre de personnes qui sont aujourd'hui sur les réseaux, c'est indéniable l'augmentation de la présence en ligne, que ce soit entreprise, personnel, etc. Donc évidemment, votre visibilité sera impactée et découlera en fait tous les autres points. Un autre sujet aussi, c'est la gestion de votre carrière. Donc, même sans parler de forcément que les entrepreneurs, des fois, vous allez avoir des moments où vous allez peut-être vouloir bifurquer, que ce soit dans votre offre, dans vos services. Encore une fois, si vous êtes employé et vous voulez grandir, même rester dans une entreprise et grandir, ou sortir de l'entreprise pour essayer de générer d'autres opportunités, la manière dont vous allez communiquer, ce que vous allez décider de communiquer, ce que vous allez décider de mettre en avant, ça va pouvoir être une stratégie pour gérer votre carrière. Donc, imaginons, vous êtes en communication pure et dure, et vous voulez en fait finalement sortir un peu de ça et rentrer dans du marketing. C'est des sujets qui se relient énormément, mais qui finalement se différencient aussi. Vous allez peut-être pouvoir commencer à parler de vos expériences dans le marketing. Surtout, en tant qu'entrepreneur, souvent, on commence à avoir 50 000 casquettes, on touche à tout. Parlez de ça, parlez de ce que vous apprenez, parlez de ce que vous vivez, et finalement, peut-être que ça va vous générer des opportunités parce que vous allez
exprimer une expertise qu'en fait, aux yeux peut-être que ce soit recruteurs, autres entrepreneurs, potentiels clients, ils n'avaient pas cette vision. Je vais vous prendre un exemple. Moi, il y a 1 an et demi, j'ai fait un peu une introspection via la plateforme Chance. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est une plateforme Beaucoup de gens s'en sont servis en sortie de Covid, ça a flambé parce que les gens voulaient faire des reconversions professionnelles. Mais en fait, cette plateforme, elle sert aussi à faire un bilan de compétences, peut-être quand vous avez un peu des questionnements sur là où vous voulez aller. Tout ça pour dire qu'en faisant cette introspection, j'ai eu donc en fait, c'est des espèces de mini-introspections. Vous avez des exercices, vous avez un coach qui vous suit. Donc, sur chaque étape, vous faites vos exercices, vous faites vos réponses, le coach analyse et ensuite vous parlez ensemble, vous discutez, vous analysez, etc. C'est super intéressant. Moi, je l'ai pas du tout fait pour faire une reconversion, ni un bilan de compétences. C'est juste que à ce moment-là, c'était encore avant de lancer mon nouveau projet, je manquais un peu de flamme, alors que j'étais à mon compte et je pense qu'on est tous d'accord que quand on se met à son compte, quand on se lance, c'est pour avoir la flamme tous les jours quand on se lève. Donc voilà, j'avais perdu un petit peu ce truc. Et en fait, je me suis rendu compte en parlant avec elle que depuis le début de ma carrière, je me donne une casquette de RP, sauf que cette casquette-là, je l'ai, on va dire, acquise en travaillant à l'étranger. J'ai commencé ma carrière, moi, à Londres pendant 6 ans. Une RP à Londres, c'est pas du tout la même chose qu'une RP en France. Et en fait, en me positionnant en tant que RP, j'attirais des clients qui voulaient uniquement des RP. Quand je dis RP, c'est relations presse. RP à l'international, c'est relations presse et public. Et là, déjà, on sort complètement on va dire, de cette petite niche de faire juste de la relation presse à rentrer dans des événements, de la mise en avant B2C, de la communication un petit peu plus globale. Et en fait, je me suis rendu compte, grâce à cette introspection, du coup, que mon positionnement et la manière dont moi je gérais même mon titre n'était pas plus bon. Et en fait, du coup, j'attirais les mauvais clients. À partir du moment où j'ai retravaillé, c'est simple et bête et simple, mais j'ai changé mon statut LinkedIn à brand consultante ambassadrice RP. De là, j'ai commencé à attirer des clients qui cherchaient quelque chose de plus global qu'uniquement des RP, donc relations presse. Ça, c'est un exemple, du coup, vraiment un vécu. Voilà, votre gestion de carrière peut vraiment jouer sur la manière dont vous allez vous positionner. Donc là, moi, j'ai parlé un petit peu de l'aspect titre en tant que métier, mais ça va aussi venir de ce que vous allez communiquer, de l'expertise que vous allez mettre en avant. Donc, comme on le sait, c'est vraiment une nouvelle tendance quand même, qui vient évidemment de l'influence des réseaux sociaux. Donc, je pense qu'on est tous d'accord que moi, ça m'est arrivé plein de fois que quelqu'un me dise quelqu'un t'a recherché sur Instagram. Voilà, maintenant, les personnes vont sur les réseaux pour essayer de vous trouver. Donc, cette influence, elle est non négligeable et d'où l'émergence de cette tendance et le besoin de prendre la parole. Cette visibilité en ligne, du coup, voilà, aujourd'hui, si vous n'êtes pas visible, c'est franchement compliqué d'évoluer. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'être sur toutes les plateformes, mais il vous faut au moins une page de profil ou un site web ou des éléments qui vont faire que quand quelqu'un va vous chercher, parce que maintenant tout le monde le fait automatiquement, on entend parler de vous, on entend parler de votre boîte, la personne va aller sur Google, elle va taper votre nom, il faut qu'il y ait quelque chose qui s'affiche et il faut être présente. Voilà, maintenant c'est assez indéniable. Et plus la personne va trouver d'informations, mieux c'est. Cette tendance émerge aussi de par la concurrence qui augmente et la différenciation qu'on a besoin de mettre en place par rapport à cette concurrence, parce qu'effectivement, on est sur un marché où, en plus, les gens sont de plus en plus présents. Donc, non seulement on a une concurrence au niveau de, que ce soit tous les domaines de tous les métiers, mais en plus au niveau du nombre de personnes qui communiquent, du nombre d'entreprises qui communiquent. Donc, pour se différencier, le personal branding, c'est vraiment un aspect fort. Et encore une fois, je vais rentrer encore plus dans les détails là-dessus par rapport à son expertise, etc. Donc, justement, c'est le point d'après. L'expertise et le positionnement va vraiment vous permettre en fait, de ressortir de la concurrence. Je vais encore prendre un exemple personnel. Encore une fois, mon premier métier donc de RP, moi, ma formation, elle a été vraiment faite à l'étranger. Et du coup, on va dire que j'ai des services différents de ce qui est proposé en France, d'où
quand je suis rentrée en France, j'ai fait 1 an en agence et je me suis mise à mon compte parce que je me suis rendu compte que j'avais des services à proposer et une différenciation par rapport à ce qui se proposait sur le marché. Donc, ce positionnement-là, et ce que je veux dire par là, c'est qu'on est beaucoup de RP dans le monde, on est beaucoup d'agences de presse, on est beaucoup de personnes qui font de la mise en avant dans les médias, dans les événements, etc. Mais on a tous une spécialité, que ce soit les services qu'on propose, que ce soit les langues qu'on parle, que ce soit notre provenance ou la manière dont on voit les choses. Et tous ces éléments-là, c'est des éléments qu'on peut communiquer via les réseaux. Le désir d'authenticité, donc ça rebondit un petit peu ce qu'on disait sur des marques comme le Jean 44 et plein d'autres marques aujourd'hui. Je pense que des métiers de nos jours ou des entrepreneurs qui se lancent sans avoir une passion, une envie ou vraiment encore une fois une flamme qui leur donne envie de se lancer, non seulement j'ai presque envie de dire que c'est voué à l'échec, mais en plus la personne ne va pas attirer de clients parce qu'il ne va pas y avoir d'histoire à partager, pas de passion à partager. Aujourd'hui, je lisais encore le livre The Perfect Startup, donc que je vous conseille, il est vraiment super. Dès les premières pages, ils expliquent à quel point, si vous regardez les gros entrepreneurs de nos jours, c'est par passion qu'ils ont réussi. C'est ça qui va démarquer ceux qui ont vraiment percé, c'est la passion derrière leur projet. Aujourd'hui, on pense que c'est le service ou l'offre qu'il faut qui soit au-dessus de tout. Non, en fait, c'est la passion, le talent et ensuite l'offre. C'est dans cet ordre-là qu'ils expliquent la réussite. Donc, ça, de le communiquer, c'est une énorme force. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, parce qu'en plus, du coup, j'ai compris que ça intéressait tout le monde, comment trouver sa voie ? Alors, ça peut déjà passer par une auto-évaluation. Donc, vous allez... C'est des petits exercices à faire et ça peut prendre beaucoup de temps, mais je pense que ça peut vraiment valoir le coup. Vous pouvez déjà vous asseoir et identifier en fait qui vous êtes en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, en tant que salarié, peu importe. N'oubliez pas que les liens entre, encore une fois, surtout dans l'entrepreneuriat, entre votre personne et votre expertise, votre métier, le lien est très corrélé. Je vais encore vous prendre un exemple. Je fais beaucoup de sport. Vous pouvez penser que ça n'a rien à voir avec mon métier. En plus, je suis dans la gastronomie et dans les spiritueux. Donc, pour le coup, ce n'est pas du tout des sujets qui se rassemblent. Pourtant, pour moi, la discipline que j'ai dans le sport est intimement liée à la discipline que j'ai dans l'entrepreneuriat. Parce qu'on ne va pas se mentir, quand on n'est pas salarié, on ne peut pas se lever le matin et ne pas être en forme, en fait, parce que si on loupe trop de journées, parce qu'on n'est pas en pleine forme, on est obligé en fait, d'être au maximum de sa personne, quasiment constamment, toute l'année, tous les jours. Donc, en fait, pour moi, je relie le sport à la discipline sportive à la discipline qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur. Et mon deuxième point sur l'auto-évaluation, c'est que moi, je me suis récemment fait coacher. Donc, j'ai non seulement fait ce coaching chance il y a quelques temps, mais j'ai pris un coach professionnel de 2 mois parce que je sentais que j'avais une petite baisse de régime en termes de justement de ma création de contenu. J'arrivais pas à trouver des idées créatives. Vraiment, je butais un petit peu tous les jours, surtout sur le nouveau projet Régal dont je vous parlerai, qui donc est soutenu par Initiative. J'ai pris justement, j'ai dit à mon coach, voilà, je rentrais dans cette dynamique d'écrire quasiment tous les jours sur LinkedIn, de commencer vraiment à développer mon identité, mon personal branding. Et je lui ai dit, mais en fait, j'ai envie de parler de sport, mais est-ce que ça ne va pas un petit peu être confusant pour mon audience, entre guillemets, parce que ça n'a rien à voir avec mon métier. Il me dit, bah si, parce que toi, en tant qu'entrepreneur, la vision que tu as du sport et de la discipline sportive par rapport à la discipline entrepreneuriale, le lien est là. Et j'ai fait un post sur les raisons pourquoi je fais du sport tous les jours, la discipline, etc. Et ça a été un de mes posts les plus lus, commentés, etc. Donc c'est aussi du test and learn, on en parlera aussi, mais faut pas hésiter en fait à communiquer. Tout ça pour dire que je suis rentrée dans l'auto-évaluation de ma personne et comment je relie certains éléments qui peuvent vous sembler peut-être loin de ce que vous faites dans votre métier, mais qui finalement sont vraiment corrélés et qui peuvent vraiment vous servir pour la mise en avant de votre personne, de vos principes, de vos valeurs, de vos passions.
Donc, ne pas hésiter, d'ailleurs, petit point, ne pas hésiter à vous faire coacher si vous en avez la possibilité. Parfois, vous êtes en équipe comme les messieurs, vous avez de la chance. Parfois, on est seul. Parfois, même en équipe, d'avoir un coach, ils ont des visions, évidemment, c'est des experts, ils ont des visions assez différentes. Donc, l'auto-évaluation d'un coach, ça peut être super intéressant. Des fois, il vous faut... moi, j'ai fait que 2 mois pour retrouver une dynamique. C'était pas forcément dans la dynamique de l'auto-évaluation, mais voilà, tout ça pour dire que c'est un sujet, en tout cas, qui est un petit peu à part, mais qui peut être intéressant dans le développement de votre marque. Vous allez identifier vos objectifs. Où est-ce que vous voulez aller dans le développement de votre personal branding? Est-ce que vous voulez gagner des clients? Est-ce que vous voulez vendre plus? Est-ce que vous voulez générer du réseautage, des partenariats, des partenariats de marque, faire des événements? Qu'est-ce que vous voulez atteindre en parlant, en prenant la parole en public? Est-ce que, encore une fois, je vais prendre l'exemple de Régal, qui est une société en construction. Moi, j'ai besoin de savoir que le moment où la société, on va dire, parce que pour vous faire la petite parenthèse, c'est une application de recherche de lieux, une sélection en fait de lieux qualitatifs autour de la gastronomie. Moi, le jour où l'application elle est prête, je veux avoir une communauté qui va non seulement télécharger l'application, mais dans le monde de la gastronomie, les restaurateurs qui vont vouloir participer à l'aventure. Donc moi, mon objectif, par exemple, c'est de me mettre en avant en tant qu'entrepreneur, en partageant ma passion, en partageant toutes les raisons pourquoi j'ai décidé de me lancer dans cette aventure, pour que le jour où le produit est prêt, j'ai déjà ma communauté. Ça, par exemple, c'est mon objectif. L'objectif, par exemple, d'un salarié, ça peut être de dire « j'en ai marre d'être dans la vente, j'ai envie de rentrer dans le marketing ». Et donc, je vais expliquer toutes les raisons pourquoi, je vais parler de ce que je lis, de ce que je fais pour développer mes compétences, les personnes que je rencontre, le réseautage que je fais. Voilà, qu'est-ce que je veux atteindre en prenant la parole? Super important de définir ces objectifs. Quel est son public? Donc, c'est pareil. À qui vous voulez parler? Qui vous voulez qui vous entende? Ça va non seulement vous aider à positionner sur toutes les plateformes que vous allez utiliser, mais aussi vous aider en fait dans votre contenu. Parce que si vous voulez attirer des partenaires, vous allez surtout peut-être parler de ce que vous proposez en tant que service, en tant qu'entreprise. Vous allez vouloir peut-être parler de vos réussites, de vos wins, pour pouvoir attirer des personnes qui vont vouloir travailler avec vous parce qu'ils voient que c'est dynamique, que ça réussit, etc. La marque personnelle. Donc, on en a parlé un petit peu au début. Vous avez une entreprise, elle va avoir une identité. Mais cette identité de l'entreprise, elle va être, encore une fois, intimement liée à vous en tant que créateur d'entreprise. Forcément, l'ADN de ce que vous mettez en place est censé vous ressembler. Le contraire serait un petit peu bizarre. Donc, votre marque personnelle, encore une fois, ça rebondit sur tous les points dont on a parlé avant, ça va être vos valeurs, votre passion, vos passions, ce que vous faites au quotidien peut-être pour développer votre entreprise ou au quotidien dans votre vie personnelle, parce qu'encore une fois, c'est lié. Ça rebondit sur donc, le partage d'expérience. Je suis sûre qu'on vit tous des choses au quotidien et peut-être qu'on a l'impression que c'est pas grand-chose, mais en fait, finalement, je pense qu'on a des leçons à partager tout le temps, donc ne vraiment pas hésiter. Et en fait, comme on disait un petit peu tout à l'heure, ça devient presque un réflexe quand on commence à faire ce travail de se dire « Ah, ça peut être l'objet d'un post LinkedIn. Ah, ça, je vais le poster sur Instagram parce que ça permet de partager avec l'audience que je veux toucher en postant cette photo. » Donc, typiquement, moi qui suis dans la gastronomie, dès que je vis quelque chose autour de ce sujet, que ce soit aller dans un restaurant ou faire un voyage où je découvre peut-être des cultures gastronomiques très différentes, je vais tout de suite partager cette expérience parce que du coup, mon audience va comprendre pourquoi j'en parle, quelle est ma vision sur le sujet. Et en fait, finalement, ça va aussi développer mon expertise tout en expliquant en fait, à l'audience pourquoi vous êtes là finalement.
Donc évidemment, tous ces points vont vous permettre de faire la promotion de votre personne, de vos services et de vos offres, vont générer votre présence en ligne, donc construire votre réseau et tous les autres points dont on a abordé plus tôt. Et ne surtout pas hésiter à demander à son entourage du feedback. Alors, petit point en plus, il y a beaucoup de communautés de nos jours qui se créent, des communautés en ligne. Donc, si jamais vous avez envie de vous entourer de personnes qui font des métiers similaires, n'hésitez pas à vous renseigner sur les communautés. Moi, récemment, j'ai rejoint les punks du web. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors, c'est peut-être une personne à noter. Il s'appelle Thibault Louis. On va dire que c'est un peu ce qu'il appelle le roi de LinkedIn. Il a des millions de followers et il poste à longueur de temps. Il s'est fait une renommée énorme. Et en fait, il a créé une communauté, les punks du web, donc. Et en fait, c'est une communauté. En fait, lui, il appelle ça la première communauté francophone de solopreneurs. Et cette communauté-là, je l'ai rejoint parce que je me sentais un petit peu. J'ai eu un petit peu la solitude de l'entrepreneur, comme on a peut-être tous eu à des moments de notre évolution. Ou pas d'ailleurs, hein. Des fois on n'a pas forcément la solitude de l'entrepreneur, mais juste on n'a peut-être pas l'impression d'être forcément compris dans ce qu'on entreprend, parce que souvent dans nos types d'aventures, on va se différencier de ce que des personnes salariées, encore une fois sans vouloir, c'est pas une façon de dénigrer, mais ils vont vivre peut-être des journées un petit peu plus normales, donc des fois on peut se sentir un petit peu seul dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Et en fait, j'ai rejoint cette plateforme parce que j'avais besoin en fait de m'entourer de personnes qui comprenaient un petit peu plus ce mode de vie un petit peu différent, pouvoir partager avec eux, pouvoir rebondir sur des sujets. Et bref, tout ça pour dire qu'en fait, cette communauté m'a énormément apporté en termes de feedback, parce que c'est vrai qu'on peut des fois demander du feedback à notre entourage, mais s'ils ne comprennent pas ce qu'on fait, s'ils ne comprennent pas certains métiers, que ce soit dans la communication, etc., c'est quand même un petit peu compliqué d'avoir des feedbacks pertinents. Donc les communautés, parfois c'est intéressant, et finalement il y en a beaucoup, c'est pas si compliqué à rejoindre, et en tout cas moi j'ai trouvé que c'était une super décision. Donc les plateformes, il est clair, je pense qu'on est à peu près tous au courant, le LinkedIn c'est B2B, Instagram c'est B2C, Facebook c'est une population un peu plus âgée maintenant. Twitter, ça risque d'être repris par Thread. Donc Thread, ça existe. Alors, Thread, c'est le Twitter de Instagram. Vous n'en avez peut-être pas encore entendu parler parce que c'est assez récent, en tout cas en France. Ça existe à l'international depuis un petit moment. Ça vient d'être lancé en France depuis quelques semaines. Ça vise à être le Twitter de Instagram, parce qu'il y a eu des critiques autour de Twitter, de la manière dont ça fonctionne, etc. On ne va pas rentrer dans ce sujet-là, mais en tout cas, voilà. Donc, on a cette plateforme-là qu'il ne faut pas négliger, parce qu'elle vient de se lancer. Donc, à tout moment, c'est intéressant de se mettre sur la vague, si vous avez le temps et l'envie. Alors, Twitter, c'est plus des leaders qui prennent la parole. Moi, je me suis toujours servi de cette plateforme de manière informative, et encore, très honnêtement, je m'en sers plus parce que maintenant, j'utilise LinkedIn. Honnêtement, Twitter, oui, c'est le type de contenu qui est un petit peu, qui se différencie des autres plateformes, dans le sens où on est sur un maximum de caractères, donc c'est une manière très rapide de lancer des messages. C'est de manière professionnelle plutôt. Donc là, on n'est pas, on est toujours sur du personal branding. Si vous, en tant qu'entrepreneur, pour votre entreprise, vous tweetez, mais c'est une manière très rapide de balancer des informations, parce que, encore une fois, vous êtes limité au niveau du nombre de caractères que vous pouvez partager sur Twitter. Moi, honnêtement, je ne trouve pas que ce soit en tout cas en France, si votre cible est française, parce que typiquement là, on en parle position portée géographique. Twitter en France, c'est pas énorme. Donc moi, surtout si vous débutez, ne vous concentrez pas sur cette plateforme-là. Allez-y, à la limite, vous regardez ce que font d'autres entreprises, peut-être qui font ce que vous faites, ou les concurrents, etc. Mais voilà, en France, c'est pas forcément pertinent pour l'instant. Et d'ailleurs, ça s'appelle X maintenant.
Est-ce que ah oui, du coup. Ok, en fait, désolée de vous Non, interrompre. non, c'est le but, C'est pas de par problème. rapport du coup à X et Threads, parce que du coup, c'est vrai que moi, j'ai eu du coup la chance, l'opportunité, je sais pas trop, mais du coup de tester la plateforme dans le sens où j'ai déjà testé Twitter. Twitter, c'est en fait une plateforme où il est plus difficile de se faire une place et de se rendre visible parce que c'est de la surinformation tout le temps, 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 et que forcément, en fait, les posts ou les comptes qui vont avoir le plus de visibilité vont être ceux en fait des grosses boîtes comme Burger King, McDonald's, etc. Ils vont réussir à se faire le plus de visibilité parce que leur communication, en fait, elle est unique et authentique et que, surtout, ils ont une communauté gigantesque à travers en fait, du multicanal. Sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, ils ont une communauté énorme. Maintenant, Threads, alors effectivement, l'application est sortie en France il y a 22 semaines, c'était cet été. Et en fait, à cause du coup de la réglementation RGPD, ils ont retiré l'application du marché français. Et ils l'ont remise là, donc fin de semaine dernière. Et pour l'instant, il y a un petit peu de tout dessus, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous tapez comme mots-clés, ce que vous tapez comme hashtag, ce que vous proposez comme contenu, vous pouvez autant tomber sur un fil de discussion qui est que d'entrepreneurs, où vous allez avoir que des entrepreneurs et des personnes qui vont être là en fait pour vous motiver justement à développer votre activité ou à vous lancer dans votre activité. Comme vous pouvez très bien en fait tomber sur une cible qui va être beaucoup, beaucoup plus jeune, limite équivalente à celle de TikTok, parce qu'en fait, c'est justement comme c'est une plateforme d'Instagram qui permet de créer une sorte de fil de discussion. À l'image de Twitter, il y a des caractères du coup restreints, enfin il y a un nombre de caractères restreints. Par contre, c'est un petit mix entre Instagram et LinkedIn, dans le sens où vous pouvez quand même poster du carrousel, vous pouvez quand même poster des photos, de la vidéo, du TikTok, etc. et repartager dans votre du coup story ou dans votre fil d'actualité d'Instagram. Donc ça, c'est vraiment la plus-value parce que si vous avez déjà une base sur Instagram, en fait, ça peut être super intéressant pour vous d'en développer une autre sur Threads et de en fait jongler entre les deux pour le coup. Ouais, non, merci. Parce qu'en plus, c'est bien résumé, dans le sens où, en fait, pour conclure, c'est un peu flou. Il se passe beaucoup de choses sur Threads et du coup, moi, typiquement, je me suis pas encore aventurée. Je trouve qu'il y a déjà assez de plateformes pour communiquer. Voilà, faut avoir, comme on disait, le temps et l'envie de se lancer là-dessus. Là, je lisais ce matin le post d'une entrepreneure qui a une grosse visibilité sur LinkedIn, qui disait qu'elle se mettait sur Threads et ce qu'elle allait faire, c'est qu'elle allait prendre tous ses posts LinkedIn depuis 2 ans et en faire des résumés sur Threads. Voilà. Donc c'est une stratégie. Donc personne ne sait quoi faire en fait au final. Voilà. Et donc je pense que l'objectif pour Threads, c'est de reprendre X. Mais bon, voilà. Donc, mais voilà, c'est intéressant de rester informé sur la plateforme. Bon, du coup, pour rentrer un peu, vu qu'on a démarré là-dessus, on va rentrer un peu plus dans les détails de chaque plateforme. LinkedIn aussi, c'est pas facile. Faut vraiment pas se décourager. C'est clair qu'il y a des modèles et des modules de posts à prendre, à utiliser. En réalité, n'hésitez pas à aller sur des profils de personnes qui sont bien suivies, de regarder leurs templates et de regarder comment ils communiquent. Et ça peut vous aider, vous, à prendre des exemples. Un nom que je vous conseille de suivre, c'est Maud Alaves. Alors déjà, elle a une super newsletter qui conseille sur comment, justement, comment développer son personal branding, comment communiquer, etc. Je trouve que c'est hyper pertinent ce qu'elle écrit. Mais en tout cas, n'hésitez pas à regarder comment les personnes qui sont bien suivies communiquent. Tout se passe souvent dans les 3 premières lignes de votre post LinkedIn. N'oubliez pas, quand vous mettez une photo, il n'y a plus que 2 lignes qui s'affichent. Et en fait, est-ce que le lecteur va cliquer sur lire la suite ou pas? Donc, votre accroche est primordiale. La plupart des personnes qui ont des gros followings diront que c'est l'élément primordial, c'est la phrase d'accroche. La photo peut être très importante aussi, sans rentrer dans les selfies, parce que malheureusement, il y a quand même pas mal de personnes qui s'amusent à gagner, on va dire, des likes comme ça. Mais en tout cas, c'est une plateforme qui n'est pas facile. C'est vrai qu'il faut avoir une régularité. C'est minimum un post par semaine si vous voulez vraiment commencer à développer votre visibilité et l'interaction avec les gens. Si vous voulez vous mettre des petits challenges, si vous avez un petit peu de temps, vous pouvez rentrer sur du
4 à 5 fois par semaine pendant des petites périodes. C'est même pas. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas parce que vous postez très régulièrement pendant un moment et qu'ensuite vous relâchez un petit peu que vous allez perdre votre communauté. Ça, c'est pas vrai. L'idée, c'est vraiment juste d'être présent régulièrement et apporter du contenu de qualité et vous exprimer vos valeurs, vos passions, avoir en fait une histoire qui va intéresser. C'est là où c'était le sujet de la cible et de ce que vous voulez dégager est important à identifier parce qu'en fait, c'est ça qui va attirer votre audience. Donc surtout bien, on va dire en fait, finalement, c'est histoire d'identifier sa ligne éditoriale. On rentre vraiment dans de la communication de ce genre sur LinkedIn. Donc la régularité, et en fait vous allez voir, en plus ce qui est intéressant sur LinkedIn, vous avez accès à des statistiques, donc vous pouvez très rapidement voir si ça augmente. C'est du test and learn à mort, ça je l'ai mis. C'est pas grave, vous faites un post avec du flop, même les plus grands posters de LinkedIn, enfin les personnes qui ont vraiment beaucoup de followers font des flops. Ils ont des posts avec que quelques likes, ça arrive, c'est pas grave, faut pas se décourager et vraiment je vous le garantis, parce que je suis pas non plus. J'ai presque 2000 followers, c'est vraiment pas énorme par rapport à. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai vu ces 6 derniers mois l'interaction et le nombre de likes augmenter vraiment graduellement en postant régulièrement et en interagissant. Donc ça, c'est un autre point. L'interaction. Donc de nos jours, un like, ça suffit plus du tout. Mettez-vous à commenter. Ne le faites pas de façon forcée parce qu'encore une fois, ça va manquer d'authenticité. Mais en fait, ça aussi, c'est un autre sujet. C'est qui vous allez suivre sur vos plateformes. Non seulement, il faut que vous suiviez des personnes qui vont poster du contenu, qui vont vous intéresser, qui vont être informatifs, parce que vous voulez que quand vous ouvrez vos plateformes, ce soit du contenu informatif qui s'affiche et pas n'importe quoi, parce que déjà, vous n'allez pas perdre de temps. Et en plus, vous allez apprendre des choses à l'ouverture de vos réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on le critique beaucoup, mais si vous savez vous en servir, ça peut être hyper utile. Donc encore une fois, n'hésitez pas à faire des tris. Moi, je fais souvent des tris. Dès que je vois qu'il y a du contenu qui ne m'intéresse pas, j'enlève la personne et voilà, c'est comme ça que ça marche maintenant. Et n'hésitez pas à interagir parce que l'interaction va vous apporter du réseautage, va vous apporter une communauté qui va vous soutenir. Plus vous allez interagir avec des personnes, en plus leur contenu va s'afficher. Si c'est du contenu qui va vous intéresser, il va y avoir ça va rebondir. Et en fait, au final, ça devient un plaisir. Donc, non seulement, moi je sais que c'est devenu un plaisir vraiment de poster, mais ça devient un plaisir même de discuter avec des gens sur la plateforme, que ce soit avec un commentaire qui va peut-être enclencher une discussion, même un rendez-vous parfois. Ça m'est déjà arrivé de rencontrer des personnes que j'avais rencontrées sur LinkedIn. Mon coach, que j'ai pris pendant 2 mois, je l'avais rencontré sur LinkedIn. Il avait fait une appel d'offres en me disant qu'il voulait des entrepreneurs pour étudier les cas. Je l'avais fait. C'est devenu mon coach pendant 2 mois. Enfin voilà, ça génère vraiment beaucoup d'opportunités. LinkedIn vous permettra aussi évidemment de vous différencier de la concurrence parce que ça c'est un petit peu plus difficile sur des plateformes comme Instagram où il y a beaucoup de contenu, c'est un peu moins d'histoire authentique. Enfin, évidemment, ça peut, via vos photos, etc., vous pouvez faire passer des messages. En plus, il y a les Reels, les vidéos, etc. Aujourd'hui, si vous avez, parce que ça, c'est quelque chose qui prend encore plus de temps qu'un post LinkedIn, c'est de faire du montage vidéo, de créer du contenu qui raconte une histoire, etc. Encore une fois, en fait, il faut choisir ses batailles. Finalement, ça, c'est un sujet qui est important d'aborder aussi. C'est vous allez d'abord identifier la plateforme qui sera le plus pertinent pour votre cible et pour l'histoire que vous voulez raconter. Donc, est-ce que vous voulez du B2B et une communauté? Vous allez aller sur LinkedIn. Est-ce que vous voulez du B2C? Vous avez du beau contenu à poster. Vous voulez pas forcément raconter une histoire bien profonde, mais faire passer des messages. Vous allez aller sur Instagram. Vous voulez attirer une communauté peut-être un petit peu plus âgée. Vous allez aller sur Facebook. Donc déjà, je pense que la première étape, c'est sur quelle plateforme vous allez vous lancer. Une fois que vous avez identifié la plateforme sur laquelle vous allez vous lancer, quel contenu vous allez produire. Donc là, vous allez réfléchir à votre temps, à vos moyens, à vos connaissances, parce que c'est pas donné à tout le monde aujourd'hui de faire du vidéo, quoi qu'il existe quand même maintenant beaucoup de plateformes qui les font pour vous. Avec l'IA, aujourd'hui, vous avez 2-3 plateformes vidéo où vous n'avez plus qu'à mettre votre vidéo dessus, il vous créera le texte génératif, c'est assez impressionnant. Je vous donnerai les plateformes si vous voulez. Donc, le type de contenu que vous allez poster. Alors, moi, je sais que LinkedIn, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes qui postent sur LinkedIn, c'est
beaucoup d'authenticité, évidemment, hormis toutes les personnes qui écrivent sans vraie raison. Mais en tout cas, sur cette plateforme, il y a beaucoup de personnes qui veulent vraiment partager leur histoire, qui veulent vraiment ce côté partage d'expérience, de réussite, mais aussi d'échec, cette réalité en fait de ce qu'on vit au quotidien, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou en tant que salarié. Et en tout cas, là, on rentre en fait plus dans un sujet de rédaction. Est-ce que la rédaction, c'est quelque chose qui vous plaît ? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous voulez travailler ? Encore une fois, maintenant, si c'est pas un truc qui vous plaît, on a ChatGPT, hein, on va pas se mentir. Mais moi, je sais que personnellement, je n'utilise pas du tout cette plateforme pour ma rédaction parce que là, ça perd complètement son... Vous allez toujours avoir un tone of voice. Si vous commencez à aller sur des plateformes comme ça, vous allez la perdre. Mais bon, j'imagine que pour les personnes qui savent vraiment pas écrire, qui ont vraiment pas cette plume, qui ont vraiment pas envie, en tout cas, de s'investir là-dedans, ça peut aider. On va rebondir sur ChatGPT. Ça, c'est toujours le sujet qui fait parler. Non, c'était pas forcément pour rebondir sur ChatGPT, effectivement. Enfin, moi, je trouve que dès qu'on met du texte là-dessus, ça dénature tout et ça fait vraiment robotique, en fait. Oui. Donc, parfois, je trouve que ça peut être pas mal quand on a quelques mots et qu'on veut chercher un début d'inspiration, mais derrière, il faut personnaliser avec sa propre plume parce que sinon, on perd toute authenticité. Donc, là-dessus. Moi, c'était plutôt pour... on parlait un peu de tout type de plateforme. Nous, on est maintenant B2B, où on se place avec TikTok en B2B, en fait. Alors, effectivement, très bonne question. J'allais venir sur TikTok. TikTok est une plateforme en croissance énorme. Donc, où vous vous placez, vous pouvez tout à fait vous placer sur TikTok en B2B. Le seul sujet, c'est le type de contenu. Donc, en fait, c'est pour ça, moi, je pense qu'il y a plus de gens sur LinkedIn aujourd'hui, parce qu'en fait, finalement, c'est plus simple d'écrire un post que de monter une vidéo. Donc, finalement, si vous êtes en capacité ou que vous avez la main-d'œuvre, peut-être que Chelsea, elle est forte là-dedans, de monter des vidéos sur TikTok, je vous conseille, foncez. Personnellement, moi, j'ai pas choisi de m'y aventurer parce que j'ai pas le temps. Mais ça peut être votre, on va dire, votre cible phare, ou en tout cas, vous pouvez vous dire que la majorité de vos cibles sont sur TikTok. Je pense qu'aujourd'hui, vous aurez en B2B, et encore une fois, en France, il y a un... en tout cas, en France, il n'y aura pas plus de monde sur TikTok que sur LinkedIn. Ça, c'est sûr. Peut-être à l'international, encore une fois, sur la portée géographique à l'international, il peut y avoir peut-être plus de B2B sur TikTok que sur LinkedIn, et encore. Donc, c'est le type de contenu, en fait, là, qui va être différent. Oui, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément, je pense, à qui on vend la solution, mais qui utilise la solution, puisque nous, on va vendre la solution aux entreprises qui ensuite la distribuent à leurs salariés dans le cadre de la prévention de la sédentarité. Et du coup, moi, je me dis, est-ce que c'est pas pour nous une possibilité en fait d'engagement des utilisateurs, pas forcément un moyen d'aller chercher des clients, mais plutôt d'aller engager ceux qui vont utiliser la solution qui a été achetée par nos clients. Oui, c'est votre B2B2C. C'est ça, ouais. Alors si, complètement. Mais donc, alors là, vous pouvez, la force aussi l'avantage, un des avantages que vous pouvez tirer de TikTok, c'est de démultiplier votre contenu, parce que Instagram et TikTok, vous pouvez jouer sur les deux plateformes. Donc, si vous commencez à développer TikTok pour votre B2B2C, le contenu que vous allez créer là-dessus, vous allez pouvoir le mettre sur Instagram. Donc, au final, et je pense que votre B2B2C est aussi sur Instagram. Donc, franchement, si vous avez le temps et les moyens et la main-d'œuvre, et en tout cas les connaissances, allez-y. Hein. Ouais. Oui, parce que ça, c'est vrai que c'est un sujet, on parle de B2B, de B2C, etc., mais il y a toujours le B2B2C qui est généralement du coup présent sur Instagram et TikTok en large majorité. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Il y avait d'autres questions sur les différentes plateformes, le type de contenu. Ah, il y a une... Il est où le... Ah.
Et là, c'est bon. Oui, en fait, il y a quelque chose dont tu ne parles pas, qui est l'audience à qui on veut parler. Ça, c'est des moyens d'adresser ton audience. Mais ensuite, comment tu vas t'assurer que ton post LinkedIn il va adresser les bonnes personnes? Moi, je vois sur LinkedIn, j'ai 2 types d'audience potentielles des clients. Et deuxième type d'audience, c'est pas les clients, mais c'est les gens qui vont m'aider à développer mon entreprise, soit des services de l'État, soit des investisseurs, et ainsi de suite. Comment tu t'assures que tu parles bien à la bonne personne ou que tu cibles bien les bons groupes? Alors, je pensais en avoir parlé un petit peu au début, dans le sens où ça va être le type de contenu déjà que la personne va poster qui va attirer la bonne personne. Et ça va être ce dont j'ai parlé tout à l'heure en termes des personnes que vous allez suivre, avec qui vous allez réseauter, avec qui vous allez interagir sur les plateformes. C'est vous aussi qui doit aller chercher le type d'audience, l'identifier, en fait, ce qu'on parlait de la cible tout à l'heure. Vous allez identifier votre audience. Ce que vous allez dire est hyper important pour les attirer. Parce qu'en fait, si vous parlez sport, mais que vous voulez attirer... bon, c'est pas le bon exemple parce que moi je mélange les deux, mais si vous parlez médical, mais que vous voulez attirer des personnes qui mangent du fast-food, vous n'allez pas parler de la même chose. Donc, votre type de contenu, c'est ça qui va identifier votre audience, les personnes que vous allez suivre, les plateformes que vous allez partager, les likes que vous allez distribuer. Encore une fois, tout à l'heure, je parlais aussi du filtre, enfin de ne pas hésiter à faire du ménage dans vos réseaux et de vous concentrer sur les profils que vous voulez suivre, parce que en fait, en suivant les bonnes personnes qui sont votre audience, eux vont être attirés. C'est l'algorithme aussi des réseaux qui vont faire que eux vont être attirés par votre profil aussi. Ça répond ouais, ça répond. En quoi peut-être les communautés justement sur LinkedIn peuvent aider à cibler des... Alors, donc j'ai parlé de communautés hors LinkedIn, effectivement, mais il y a les communautés sur LinkedIn. En quoi ça peut aider? Ça revient encore une fois à l'interaction pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, on peut rejoindre des communautés LinkedIn, mais sans interagir, vous allez rester un fantôme dans la stratosphère qui est les réseaux sociaux. Donc, c'est pour ça, en fait, encore une fois, qu'on revient sur la présence et le partage de contenu, parce que c'est uniquement ça qui va vous positionner et qui va vous permettre d'interagir et d'attirer votre audience. Donc, il y a non seulement la régularité, la présence et le fait de poster et de vous positionner là où vous voulez être pour attirer votre cible, mais il y a aussi votre interaction avec les personnes que vous voulez attirer. Encore une fois, ça passe par des commentaires, ça passe par des messages, ça passe par l'ajout de personnes, que ce soit sur Instagram ou sur LinkedIn. Vous pouvez vous mettre des petits challenges, des petites missions. Vous allez follower 20 pages par jour pendant un mois de personnes qui sont dans votre cible. Vous pouvez vous dire que j'écris à une personne par jour qui est quelqu'un qui va m'intéresser pour un partenariat, pour une discussion, pour prendre l'avis. Enfin voilà, il y a vraiment plein de moyens aujourd'hui. Mais en tout cas, ça englobe l'interaction qui peut passer donc par tous ces moyens. Ok, donc c'est la croissance de ton réseau en fait. C'est ce qui va découler de tout ça. Parce que LinkedIn, au bout de 20 ans de présence sur la plateforme, globalement, ta communauté, c'est les gens avec lesquels tu as travaillé, qui ne sont pas forcément les personnes auxquelles tu vas vendre ta plateforme ou tu vas vendre ton produit. Bah, si ta communauté sur LinkedIn, c'est uniquement les gens avec qui tu as travaillé, c'est que tu n'es pas allé chercher plus loin. Ok, donc c'est de la développer, aller continuer à développer. En fait, finalement, c'est ça. En fait, encore une fois, je sais que c'est hyper répétitif, mais c'est la création de contenu. Et donc, le personal branding, parce qu'effectivement, si on n'est pas actif, si on ne va pas chercher plus loin, ça va être effectivement notre réseau de confort, entre guillemets, où il y aura uniquement les personnes avec qui on a travaillé, les personnes qui nous connaissent, même les amis, la famille proche. C'est là où il faut sortir et aller s'aventurer. Et alors, effectivement, c'est encore... Finalement, c'est un sujet intéressant que tu abordes. Il faut aller chercher plus loin, en fait. Il faut aller chercher... Peut-être vous tombez sur le profil de quelqu'un qui est votre audience, en tout cas votre cible, et en plus son contenu vous intéresse. Allez voir qui cette personne suit et allez voir ce qu'eux mettent. Et c'est vrai que ça peut être un travail presque de recherche,
mais en plus, ça peut être souvent assez informatif. Mais effectivement, c'est pas en étant uniquement présent. Et alors, si vous êtes uniquement présent et que vous postez de manière régulière, déjà, je pense que vous pouvez attirer une audience plus large que votre cercle premier. Mais en plus, effectivement, il y a un travail d'engagement et d'interaction qu'il faut aller chercher. Ouais. Donc justement, c'était pour rebondir là-dessus. Donc effectivement, j'ai bien compris qu'il faut aller s'engager pour chercher des gens, voire des fois faire du ménage. Mais quand quand on commence un peu à poster régulièrement, j'ai vu aussi que on attire des gens qui nous demandent du coup en amis et qui on choisit pas, parce que du coup, ils sont eux venus nous demander, donc on a l'impression qu'ils sont intéressés par notre contenu. Mais en même temps, quand moi des fois je pousse la recherche un peu plus loin avant d'accepter qui est cette personne, j'ai l'impression des fois que ça ne matche pas du tout. Alors, je ne sais pas si je l'accepte pas. Alors déjà, je te conseille d'activer le mode créateur. Je ne sais pas, c'est déjà fait. Parce que comme ça, la personne, elle peut te suivre, mais pas forcément se connecter. Donc toi, au moins, tu n'as pas ce problème de se dire, bon, effectivement, cette personne... Et c'est un très bon point. Moi, personnellement, même si la personne me suit, veut se connecter sans me suivre ou peu importe. D'ailleurs, il me semble que quand tu connectes, ça suit automatiquement. Donc, si tu refuses la connexion, la personne te suit quand même. Donc, moi, je pense que si la personne, t'es pas sûr de son contenu, n'accepte pas. Il y a vraiment, ça changera rien à l'algorithme, à ta présence, à ta visibilité. Et effectivement, toi, ça te garde un espèce de ménage dans ton feed qui permet de pas avoir n'importe quoi qui s'affiche quand tu ouvres LinkedIn. Moi, on m'a dit l'inverse. On m'a dit en tant que CEO d'accepter à peu près tout le monde pour faire grandir mon réseau. En fait, justement augmenter ma visibilité. Alors c'est pour ça que du coup je rebondis aussi sur ce qu'il dit, savoir du coup si moi en tant que CEO je dois faire ça ou au contraire parce que moi il y a des gens des fois je les vois m'ajouter. Bon, je me dis peut-être qu'il va m'apporter un truc, peut-être pas, mais je me dis bon je l'ajoute, mais je sais pas si ça va vraiment avoir une valeur pour moi après. Alors déjà, chacun a ses méthodes. Hein. Donc moi, ma vision est que, en tout cas, c'est une vision quand même fondée de par des discussions, de l'apprentissage, etc. Ne sera pas forcément la même vision que quelqu'un d'autre. Je pense que la personne qui te dit ça, il se peut que cette personne-là ne se serve pas de LinkedIn de la manière dont on discute depuis tout à l'heure, c'est-à-dire de se servir de LinkedIn non seulement dans le développement de sa propre image, donc personal branding, mais aussi dans le côté informatique et recherche de cibles et d'audience. Parce qu'en fait, si vous acceptez tout le monde, il est clair que sur votre feed LinkedIn, ça va être un bordel absolu et qu'en fait, ça va pas du tout être informatif quand vous allez ouvrir votre page. C'est pas du tout le nombre de connexions qui importe sur LinkedIn. C'est pas du tout c'est pas un sujet, c'est pas comme le nombre de followers sur Instagram, qui d'ailleurs ne compte pas non plus. Donc finalement, mais c'est juste qu'effectivement, quand quelqu'un va sur une page Instagram, si la personne a 200 followers, elle a moins de crédibilité que si elle en a 2000. C'est pas le cas sur LinkedIn. Le nombre de connexions, on s'en fout. Le nombre de followers, on s'en fout un peu moins, mais encore une fois, vous pouvez accepter que la personne vous follow, ne pas vous connecter avec. Je pense que la personne qui vous a dit ça, elle n'est pas dans le but de se servir de LinkedIn pour lui se générer de l'information et une audience. Ça peut être ça. Hein. Peut-être que je me trompe, mais c'est la manière dont j'interprète le fait qu'il ait pu te dire ça. Parce que pour moi, c'est vraiment pas du tout productif d'accepter tout le monde. Ouais, parce que j'étais un petit peu dans cette stratégie-là au départ, vu que moi, quand j'ai commencé la société avec Morgane, en tant que médecin, n'utilise quasiment pas LinkedIn en fait. On n'est pas une communauté qui utilise LinkedIn. Donc c'est vrai que j'ai fait grandir ça initialement pour faire grandir un peu le réseau au début. Donc les gens, j'ai accepté. Mais en fait, moi, j'ai plutôt maintenant envie de faire le ménage pour avoir plutôt une communauté qualitative plutôt que quantitative qui finalement est là mais n'interagit pas et c'est juste un nombre d'abonnés. Ça n'apporte rien, ça n'apporte ni du client, ni de l'interaction ou quoi que ce soit. Ben c'est ça, c'est assez bien résumé. Et c'est très bien aussi après d'avoir des moments de changement. Ça montre que tu te repositionnes. Donc tu peux largement avoir des moments où tu repositionnes ta manière de fonctionner sur les réseaux. C'est justement très bien, ça montre ton évolution, ça montre que tu bifurques. Et d'ailleurs, je vais en parler tout à l'heure sur moi, la manière dont j'ai fonctionné. Il y a un moment où j'ai complètement switché de manière de faire. Donc, Ouais, alors, moi, plusieurs choses un peu en réaction à tout ce qui a pu être dit ici.
sur la partie marketing, je pense qu'il faut quand même travailler ses personas. À l'origine, c'est un outil de communication et de ciblage. On cherche des prospects, on cherche des clients. Et c'est quand même bien de connaître ces personas, savoir qui on veut toucher, quelle typologie de contact on veut toucher. Par rapport à ça, moi, j'aime bien mélanger aussi des fois avec, quand même, il ne faut pas oublier, on parle souvent de posts organiques, ce qu'on va poster soi-même, mais il faut quand même penser aussi à du payant. Parce qu'un payant, si tu prends LinkedIn, notamment sur la partie Sales Navigator, tu vas pouvoir cibler. Bien sûr, tu vas un peu payer pour ça, mais en tout cas, tu vas amener à un moment donné des gens que tu cibles volontairement à venir voir ce que tu as à dire. Et que de ça peut se générer une communication naturelle aussi par ailleurs. Après, laisser venir tout le monde, t'arrêtes ta porte, mais n'oublie pas que tu es de l'autre côté, tu as des gens pour qui tu peux être une cible toi-même par rapport à ce que tu proposes et il veut te vendre quelque chose. Donc toi, tu vas dire oui, super, c'est flatteur, mais non, il veut simplement te vendre sa propre soupe. Donc il faut aussi faire attention à ça. Et oui, je pense qu'il vaut. Moi, j'avais pris un concept au départ, c'était d'abord sur LinkedIn de n'accepter que des personnes que je rencontrais physiquement. Physiquement, parce que oui, mais C'est niche. ben, écoute, quand je fais beaucoup de salons professionnels, que j'entends des personnes, c'est d'un certain point de départ. Et comme j'étais pas dans cette quête absolue de notoriété, de storytelling à la base. Toujours, ça dépend ce qu'on cherche. Je suis pas parti là-dessus. Après, je dis pas que je le ferai pas demain, mais en tout cas, au moins, ça me permettait d'avoir une démarche assez claire et précise là-dessus. Voilà. Alors, disons que, alors, je répète la question. Alors, en quoi Sales Navigator peut éventuellement aider à capter une communauté? Disons que, de toute manière, ce qu'on appelle les landing pages, là où on va aller voir ton contenu, tu restes dans l'écosystème et tu es sur LinkedIn. Donc, si tu publies et c'est une annonce en fait à la base. Hein. Tu peux aller chercher des profils, tu peux les chercher par typologie de métier par exemple. Tu peux faire des listes avec ça. Et puis à un moment donné, tu peux décider de promouvoir un contenu spécifique par rapport à une liste de contacts, de prospects. Et tu vas promouvoir ton contenu. Après, ce contenu va être payé si tu le fais sur du post payant. Mais ça va amener un premier contact peut-être avec toi de ces profils-là. Ouais. Disons que LinkedIn, il ne faut pas oublier que c'est découpé on le connaît sous le côté réseau naturel comme ça, mais tu as toute la partie recruteur, la partie sales, enfin il y a plusieurs déclinaisons derrière. On va faire un autre atelier sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, a été un débat. D'ailleurs, j'avais une dernière question moi, par rapport à ça. C'était plus une question pour me remettre à jour sur le sujet par rapport à l'évolution de ces différents réseaux, TikTok et les autres. Moi, à une époque, j'utilisais pour la gestion des réseaux Outsuite. Outsuite pour la gestion. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours c'est le principal, toujours, ça n'a pas changé, c'est lui? D'accord. Bon. Merci. Ouais, donc là, voilà, on est sorti un petit peu du sujet du personal branding. C'est pour ça tout ce qui est côté payant, etc. C'est plus un sujet réseaux sociaux, donc j'ai pas forcément abordé, mais effectivement, c'est complètement vrai. Et quand je parlais audience, c'était côté persona. Effectivement, quand on identifie son audience, pour moi, c'est persona en fait, côté B2C, B2B, B2B2C. Voilà, c'est ça qu'il y a toujours des personnes à identifier. Alors, je vais passer tout de suite, entre guillemets, à mon case study, parce que, comme je vous disais, en fait, moi, j'ai switché mon positionnement il n'y a pas si longtemps. Donc, comme je vous disais, en fait, ça fait 6 ans que j'ai mon agence RP. J'ai jamais eu la volonté de grandir en tant qu'agence et avoir des employés. J'ai toujours utilisé des freelances. Et en fait, mon idée de mon agence, c'était toujours d'avoir un réseau de freelance, parce qu'en plus, c'est un métier qu'on peut faire de loin. Donc c'est un peu comme ça que j'imaginais ma boîte, donc qui fonctionne depuis 6 ans. Donc dans les domaines de l'art de vivre, de la gastronomie, du lifestyle comme on dit, hôtellerie, etc. Voilà, j'ai eu une variété de clients dans ces milieux, qui est la continuité de quand j'étais employée. Hein, j'étais déjà dans ces milieux-là. Et en fait, effectivement, quand je me suis mise à mon compte, alors
Les RP, en plus, c'est un métier qui marche beaucoup du bouche à oreille. J'étais pas du tout forcément dans le personal branding il y a 6 ans. Pas du tout même. Alors, j'ai toujours été assez active sur Instagram, pas du tout sur LinkedIn et pas du tout dans un travail de développement. En fait, voilà, les premières années, c'était encore une fois bouche à oreille. Donc, les clients venaient à moi et ça roulait comme ça et j'avais pas forcément de perspective d'évolution. Il y a 1 an et demi, quand j'ai fait cette fameuse introspection dont je vous ai parlé avec Chance, j'ai identifié qu'il me manquait un peu de passion dans ce que je faisais, dans les RP, et qu'en fait, j'ai une passion que j'ai toujours voulu exploiter. Oui et non, dans le sens où je ne savais pas vraiment comment l'exploiter, et ça a été de par, on va dire, mes recherches que j'ai créé Régal. Donc en fait, Régal, ça va être une plateforme de recherche de lieux de qualité pour le consommateur, donc comme vous et moi. C'est-à-dire en fait pour vous donner en fait la big picture, c'est l'inverse de la fourchette. C'est-à-dire que la fourchette, si vous cherchez quelque part via cette plateforme-là, vous allez avoir de tout et de rien qui s'affiche, et ça va être à vous après d'aller fouiller les revues, etc., de vous faire une idée en voyant les photos. Toujours un peu compliqué de trouver un lieu de ce que moi j'appelle de qualité, sans que ce soit forcément du positionnement Michelin. On peut avoir des lieux de qualité où c'est juste familial, fait maison, tout est très bien, enfin voilà. Et en fait, moi, j'ai toujours, vu que j'étais dans la gastronomie depuis toujours, même à l'époque où je vivais à Londres, et que c'était toujours une passion pour moi d'aller découvrir des nouveaux lieux, de parler avec des chefs, j'ai toujours adoré ça. En fait, mes amis qui me connaissaient venaient toujours à moi à me dire Elsa, je vais dîner avec un client jeudi soir, je l'amène où j'ai la famille qui arrive samedi, tu me conseilles quel endroit pour aller déjeuner? Je me dis, mais en fait, toutes ces personnes n'ont pas une plateforme fonctionnelle et où ils peuvent aller trouver cette information. Et de là, je me suis dit, en fait, voilà, il y a un truc à faire. Donc, en fait, l'application, elle est en développement depuis 1 an. Elle sera prête d'ici la fin de l'année, mais utilisable certainement printemps 2024 pour l'utilisateur. D'où les aides initiatives. Et côté B2B, ce sera une plateforme de gestion, de réservation, d'aide à la visibilité, d'interaction avec le client. En fait, l'idée de l'application, non seulement de partager ma passion sur cet aspect de super endroits, et moi ce côté-là qui me passionne, mais c'est aussi en fait de faciliter des 2 côtés, que ce soit l'utilisateur qui veut facilement réserver un super lieu, que le restaurateur qui veut facilement gérer ses résas, augmenter sa visibilité. Voilà, il y a des problématiques dans la restauration aujourd'hui, pas du tout rentrer dans le sujet, mais il y a énormément de problématiques, c'est très difficile pour eux, donc c'est aussi de les aider. Et donc en fait, je suis arrivée à un point, il y a 6 mois à peu près, où, en fait, les premiers 6 mois, donc au moment de développement de Régal, je me suis dit, ok, donc mon côté RP, il va continuer à fonctionner parce que c'est ce que je fais depuis 10 ans et que j'aime toujours ça. Mais je me suis dit, ok, maintenant, je veux vraiment me concentrer sur la visibilité de Régal en tant que boîte. Et vu que j'ai un côté, ça se voit peut-être pas, mais assez pudique, je voulais séparer complètement la communication entre mes 2 plateformes. Donc, j'ai même passé en privé mon compte Elsa Cargill RP sur Instagram, ouvert Régal, et j'ai voulu développer la visibilité de Régal à part entière. Et en fait, très honnêtement, ça marchait pas, quoi. Ça marchait pas. J'arrivais pas à faire grandir mon réseau Régal. Je butais un peu. Enfin, bon, voilà. Donc, grande période de questionnement, petite période de coaching. Je me suis dit, ok, en fait, Régal, c'est moi pour l'instant. Je suis la fondatrice de Régal. Ma passion pour le produit, elle vient de moi. Mon expertise, elle vient de moi. Et en fait, la communauté que je vais attirer, en tout cas au début de l'aventure, elle viendra de moi. Donc, je me suis dit, OK, il va absolument falloir... il va absolument falloir que je communique en tant que Elsa Cargill, fondatrice de Régal, mais experte RP en food and beverage gastronomie. Donc, de là, j'ai complètement revu mes stratégies. Donc déjà, j'ai réouvert mon compte Instagram parce que j'avais même pris quelques commentaires de personnes qui disaient « Ah oui, on aurait bien fait appel à toi pour faire des tests de restaurant. Ah mais non, mais en fait, ton profil, il est privé. » J'ai rencontré quelques barrières en plus, donc j'ai dit « Ok, donc je réouvre mon profil Elsa Cargill RP, je le rends public
et je me concentre différemment sur le contenu que je vais poster. Et c'est à ce moment-là, donc il y a 6 mois, où j'ai vraiment commencé à parler sur LinkedIn. Et j'ai fait du test and learn, vraiment, où il y a eu des posts qui ont fait des flops, il y a eu des posts qui ont réussi, il y a eu des posts que je pensais pas qu'ils allaient réussir, comme je vous disais, le post du sport, je pensais pas du tout que ça allait prendre, et en fait, c'est un des posts qui a été le plus interagi, et enfin, il y a eu la plus d'interaction. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, finalement, je suis en train de construire une communauté qui s'intéresse à mon histoire, enfin, mon vécu, en tout cas, en tant qu'entrepreneur Régal, plutôt que juste soit Régal en tant que produit, ou juste ma personne, on va dire, côté vie perso. Donc, j'ai vraiment commencé à voir cet intérêt. Et typiquement, les aventures que j'ai, par exemple, avec le jury, je pense qu'on l'a peut-être tous fait ici, le jury initiative, pas tous. Voilà, c'est des aventures super fortes. Et typiquement, on en parlait en début, mais c'est pas arrivé en 2 jours. J'ai d'abord passé 6 mois à essayer de trouver des financements pour Régal, où j'allais pouvoir être éligible. Je me prenais porte après porte après porte, parce que soit j'étais pas éligible parce que j'étais pas en demande d'emploi, pas éligible parce que si, pas éligible parce que ça, pas éligible parce que je suis déjà entrepreneur. Enfin, il y avait vraiment je me suis pris beaucoup de portes, jusqu'au moment où j'ai trouvé, je pense qu'on se comprend, jusqu'au moment où j'ai trouvé Initiative. Et en fait, quand j'ai, on va dire, annoncé la bonne nouvelle d'être lauréate, j'ai expliqué aussi les portes qu'on se prend et la difficulté, mais du coup, ce bonheur aussi. Enfin, c'est ces petits steps qui sont incroyables. Donc, typiquement, je vous partage une petite nouvelle. Hier, j'ai eu la nouvelle que le projet Régal rentre en 2e phase enfin, il y a eu les candidatures de l'incubateur PACAS, là, de Travel Camp Sud, et donc Régal rentre en 2e étape. Donc, ma candidature a été acceptée. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça, et ça, je l'ai partagé tout de suite en expliquant que c'est un énorme win, mais pas juste parce que je suis hyper heureuse de ce que ça va pouvoir m'apporter, mais parce qu'en fait, c'est des petites étapes comme ça qui nous font persévérer, garder confiance en nous, parce que franchement, au quotidien, des fois, on peut se dire mais c'est dur, quoi. Donc voilà, là, je commence à rentrer dans des sujets encore plus passion, mais en fait, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est en fait comment je suis en train de vous parler, c'est un peu comment je parle j'aime pas vraiment dire le mot audience, parce qu'on a l'impression que j'ai 10 000 followers, ce qui n'est pas le cas, mais en tout cas, aujourd'hui, je vois les personnes qui interagissent sur mes posts, qui likent mes posts. Ça commence à être ma petite communauté, où je suis sûre et certaine que demain, quand l'application elle se répète, ils vont télécharger. Et je fais pas ça pour essayer de gagner des clients à tout prix. Je fais vraiment ça de manière authentique, parce que je suis super passionnée par le produit que je suis en train de lancer, parce que j'ai envie. En plus, cette application, elle est vraiment dans le but de faire vivre des expériences aux gens comme moi, j'aime le faire et comme j'aime le partager avec mes amis et ma famille, etc. Donc, voilà, il y a ce côté, en tout cas, j'essaye d'être le plus authentique possible dans ma manière de communiquer. Et finalement, tout ça pour dire que le rassemblement en tant que Elsa Cargil, RP, experte en gastronomie, en tout cas du fait que je suis dans ce milieu depuis 10 ans, et mon développement de l'application Régal, c'est complètement lié. Et qu'en fait, les 6 premiers mois, j'ai fait la grosse erreur de me dire que je voulais séparer les deux. Dans la continuité de ce sujet, il y a certaines personnes, quand je dis ça, me disent « Mais du coup, comment tu vas faire si tu veux revendre ?» Bon, déjà, je suis en train de me lancer, donc c'est quand même bizarre comme question, mais bon, il y a des personnes qui lancent des entreprises pour revendre. Donc, je peux comprendre que la question soit posée. Mais déjà, je leur réponds que je ne suis pas du tout en train de penser à ça. Parce qu'en fait, ce qu'ils disent, c'est que quand on développe une identité personnelle trop forte liée à une marque, au moment de la revente, ça peut être très compliqué pour les racheteurs. Bon, en tout cas, ce n'est pas un sujet, mais je pense en tout cas que si vraiment je devais m'y intéresser et y réfléchir, je pense que Régal, pour l'instant, ça va être mon identité, entre guillemets, mais que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, si ça réussit bien, je vais pouvoir m'en détacher petit à petit de par mon équipe. J'espère un jour avoir des personnes avec moi qui deviendront aussi l'ADN de l'entreprise, les ambassadeurs de la marque, toutes les personnes, même les restaurateurs qui seront sur l'application. Et en fait, moi, je pourrais, entre guillemets, m'effacer un petit peu en ayant implémenté mon ADN dans l'entreprise. Et l'ADN, en tout cas, que moi, je veux, et c'est les valeurs que je mets en avant quand je présente mon projet à des potentiels investisseurs ou autres, c'est la passion, c'est l'engagement. Et quand je dis engagement, c'est non seulement... c'est plein d'éléments, c'est l'engagement, l'envie d'aider les restaurateurs
pour se développer, pour leur visibilité. L'engagement du consommateur envers le restaurateur, c'est-à-dire essayer d'attirer des consommateurs qui sont passionnés comme moi, qui vont peut-être essayer de trouver un restaurant qui soit familial plutôt qu'une chaîne. Voilà, c'est un engagement pour moi, c'est un mot fort. Donc patient, engagement. Et j'oublie ma troisième valeur. Tellement j'ai trop parlé. Bon voilà. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces valeurs-là, je vais les implémenter j'ai pour but de les implémenter dans l'entreprise. Et en tout cas, l'idée étant de pouvoir ensuite faire parler peut-être mon équipe et que ce soit pas uniquement Régal et Elsa Cargill. Voilà. Donc ça, c'était pour le petit case study de vous dire que faut pas négliger votre personne et ce que vous faites, que ce soit encore une fois de l'entrepreneuriat ou du salariat. Je suis sûre que vous avez des valeurs, des passions, des envies, des hobbies qui sont intimement liés à votre entreprise. Et en fait, c'est là que le lien avec le personal branding peut être super fort et c'est là que vous allez attirer une audience qui va vouloir vous entendre parler, qui va vouloir vous comprendre, qui va vouloir consommer ce que vous proposez. Et encore une fois, je pense que le mot passion et les valeurs, c'est des sujets qui aujourd'hui sont la clé dans la réussite de votre personal branding et potentiellement d'une entreprise. Tu as une question? Ça marche pas. Ouais. Juste moi j'ai une question, parce que je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, que tu avais voulu séparer d'un côté Régal et tes réseaux sociaux du coup personnels. Du coup finalement tu as repris ton personnel pour que Régal fonctionne. C'est un peu le même principe pour nous Omnishape. Aujourd'hui en plus qu'on est B2B, sur Instagram c'est très très dur de toucher les personnes et de les engager comme le disait Emmanuel tout à l'heure. Moi j'ai envie de développer mon Insta. J'avoue, même si je suis très jeune, j'ai pas ce truc de publier des photos toutes les 2 minutes. Enfin, c'est pas mon truc, mais je sais qu'il faut s'y mettre parce que malheureusement, moi, en tant qu'entrepreneur, il faut que j'augmente ma visibilité un peu partout. Comment toi, tu procèdes sur Instagram pour faire en sorte que sur Régal, ça fonctionne? Tu disais, les passions, c'est ce genre de choses. Moi, j'en ai plein. Enfin. Et ça gravite autour du sport, que ça soit dans la moto ou dans la piscine ou dans la salle de sport ou autre. Comment procéder pour faire en sorte de à la fois tirer une audience sur mon compte personnel, mais qui va venir aussi par la suite interagir sur mon compte professionnel? Super question. En fait, il y a tellement de moyens d'aboutir à ça. Je vais essayer de prendre un peu point par point. Déjà, si tu vas sur toutes mes plateformes, tu verras à peu près les mêmes sujets, hormis la plateforme Régal qui se concentre vraiment sur ce que Régal propose. Par contre, ce que je poste sur mon Insta ou mon LinkedIn, alors Instagram et LinkedIn, c'est pas le même type de contenu, mais ce que je raconte, c'est les mêmes choses. Je vais au restaurant, je vis une expérience, effectivement, ça va être plus simple de le raconter sur Instagram par des photos. Par contre, en réalité, souvent, je vais vivre une expérience au restaurant, je vais pouvoir le raconter de manière peut-être un peu plus développée et peut-être un peu avec un côté plus corpo sur LinkedIn. Le côté sport, tu vas sur ma page Instagram, tu verras plein de photos au sport. Et sur LinkedIn, je vais prendre ce sujet-là et en fait développer ce côté discipline. C'est un travail, en fait. Enfin, moi, c'est le travail que j'ai fait et que j'ai eu de l'aide avant d'y arriver, en tout cas des conseils sur comment aboutir à ça. C'est qu'il faudrait que tu regardes tous les points de ta vie qui te passionnent, dont tu veux parler. Parce qu'en fait, pour rebondir sur ton sujet de j'ai pas envie de poster toutes les 2 minutes, moi aussi, franchement, je suis comme toi, j'ai envie de vivre le moment. Enfin, et d'ailleurs, tant mieux que tu dis ça, parce que ça manque de gens comme ça parfois. Donc, identifie ce dont tu as envie de parler. Parce que déjà, si tu as envie d'en parler, typiquement, c'est ça qui va le rendre un plaisir de le faire. Donc moi, typiquement, sur LinkedIn, mais vraiment, c'est devenu un plaisir. Je suis plus à me dire 1 fois par semaine. Vraiment, je le fais assez de manière naturelle quand j'ai un sujet qui me vient. Et puis, au final, ça fait à peu près 2-3 fois par semaine. Naturellement, il y a un post qui va venir, ce qui est une bonne régularité. Mais du coup, en fait, ça devient vraiment naturel. Mais parce que j'ai vraiment identifié, j'ai regardé les sujets qui, moi, me passionnent, comment je peux les relier à ce que j'entreprends et quels sont les liens que je peux faire. Donc, encore une fois, je reprends cet exemple de sport. Pour moi, c'est la discipline en entrepreneuriat.
les expériences en restauration, ça va être des jolies photos sur Instagram avec des petites citations, j'interagis avec le restaurateur, etc. Mais sur LinkedIn, ça va être un post beaucoup plus complet sur j'ai été étonnée, le restaurateur, il m'a proposé ça, je suis arrivée, il m'a accueilli comme ça. Donc en fait, tu peux vraiment démultiplier les sujets, mais juste en parler de manière un petit peu plus différente en fonction de la plateforme que tu utilises. Ça répond un peu à la question. Oui, mais c'est parce qu'en fait, à la fois sur LinkedIn, moi, ce que j'essaie de faire, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est raconter un peu notre histoire en tant que frères, et à la fois tout ce qu'on peut rencontrer dans l'entrepreneuriat sans tourner tout ça au bullshit. Parce que voilà, le monsieur le disait très bien tout à l'heure, beaucoup de gens le mettent sur LinkedIn, mettent plein de trucs où en fait finalement c'est juste pour raconter continuellement des choses sans que ça a vraiment du sens. Donc moi j'essaie vraiment de pas faire ça. Mais après moi je pensais plutôt essayer de voir et peut-être avoir ton avis personnel, essayer de raconter plutôt sur Instagram mon lifestyle, du coup, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou dans mes passions, pour essayer ensuite d'emmener ma communauté sur mon Instagram plus professionnel. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un peu malheureux, mais Chelsea poste des choses sur OmniShape. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, il faut que j'aille dire à mes amis, au fait, on a posté un truc, il faut aller le liker. Ça vient pas d'eux-mêmes. Et en fait, moi, j'aimerais bien que ça vienne d'eux-mêmes. Ouais. C'est ça qui est un peu dommage. Mais déjà, il faudrait que tu relis toutes tes plateformes. Je ne sais pas si c'est déjà fait, mais typiquement sur ta description, sur ta page perso. Via Linktree, des trucs comme ça, tu veux dire Non, mais même de mettre co-founder, ou je ne sais pas quel est ton titre, de OmniShape. Alors déjà, alors on va rentrer encore dans des détails un peu plus côté réseaux sociaux, mais déjà, ta description sur tes pages, il faut vraiment que ce soit immédiat. La personne, il faut qu'elle comprenne immédiatement ce que tu fais. Donc moi, je te conseille déjà de mettre clairement un lien avec le nom de la page OmniShape sur ta page perso. Et en fait, déjà, j'imagine que tu ripostes ce qui se poste sur OmniShape sur ta page perso, mais tes amis, ils vont quand même pas... Non, pas trop. Ouais. Alors ça, c'est un sujet. Donc typiquement, moi, il y a un élément que je trouve très, très fort en résultat du personal branding, c'est la communauté que je me suis créée. C'est limite celle qui me soutient plus que mes proches. C'est un peu triste à dire. Non, mais on n'est jamais soutenu, on n'est jamais autant soutenu par ceux qu'on pensait aller nous soutenir. Donc souvent, c'est les personnes qui vivent ce qu'on vit qui sont les plus soutenants. Donc, ça m'étonne pas tant ce que tu dis. Ouais, c'est ça. En fait, il y a les personnes très très proches. Par contre, eux vont toujours liker parce qu'ils me donnent toujours du soutien. Ils savent, en fait, même s'ils sont pas dans une aventure entrepreneuriale, ils savent que tous les jours on travaille d'arrache-pied pour que ça fonctionne, etc. Mais après, il y a des gens où finalement, oui, on a été assez surpris. On s'attendait à se dire, ils vont nous soutenir dans notre aventure, et en fait, pas du tout. Pas du tout. Et donc, c'est vraiment choquant sur le coup. On dirait qu'il y a comme une sorte de jalousie qui s'installe. Je pense qu'il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir de la non-compréhension, et ça rebondit un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à la communauté. Moi, c'est pour ça qu'en fait, j'ai décidé d'être, et encore une fois, ça a été une démarche proactive, d'aller chercher des communautés avec qui j'allais pouvoir interagir, avec qui j'allais pouvoir vivre des choses, qui allaient pouvoir me comprendre et que j'allais pouvoir comprendre, pour qu'on puisse interagir. Et en fait, cette communauté-là, donc pour moi actuellement, c'est surtout les punks du web, mais c'est en corrélation avec LinkedIn, parce que d'ailleurs, les punks du web, à la base, la personne, Thibault Louis, du coup, sur LinkedIn, qui a créé cette plateforme, à la base, c'était pour réunir les personnes que lui, il avait sur LinkedIn. Donc en fait, aujourd'hui, moi, je vois, dès que j'ai lancé ma newsletter, par exemple, les premiers inscrits, c'était les personnes que j'ai rencontrées sur les punks du web. Il y a vraiment cette solidarité, en fait, dans ces communautés-là. Donc, je te conseillerais de ne pas forcément attendre à ce que tes amis soient les plus soutenants, mais en fait d'aller chercher, comme on disait tout à l'heure, l'audience qui va être intéressée par ce que tu fais. Et en fait, ils ne seront pas forcément intéressés. Quand je dis par ce que tu fais, ce n'est pas que OmniShape. C'est toi en tant que personne et ton aventure entrepreneuriale. Et c'est là, en fait, finalement, le point presque clé du personal branding pour un entrepreneur, parce qu'après, il y a le personal branding pour les salariés, etc., qui va être un petit peu différent sur le positionnement. Mais la clé, finalement, c'est presque ce côté aventure entrepreneuriale qui va donner l'authenticité et l'envie à la communauté que tu vas créer de te soutenir.
Ça prend 2 petites secondes normalement. Elsa, tu nous as pas tout dit sur toi. Je pensais pas que... Non. Je pensais pas qu'il y avait autant à dire, c'est ça? Écoute, je pense que je vais un peu balancer, mais je pensais pas que tu étais aussi cruel et sadique que ça. Non, parce que franchement, entre midi et 2, quand on n'a pas déjeuné et que tu nous imposes les photos et tes vidéos sur ton Insta, c'est franchement cruel, je trouve. Enfin bon, je dis ça. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci pour la promotion de ma page Instagram. Je t'en prie. Avec plaisir, faut un petit peu de buzz. Faut un petit peu de buzz. Donc, vous pouvez, si vous avez faim, effectivement, avoir encore plus faim en visitant la page. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Merci. Bon, de toute façon, je pense que j'avais fini de faire le tour sur l'histoire, mais et puis je pense qu'en fait, on finit en beauté sur ce sujet de l'aventure personnelle, que ce soit entrepreneuriale ou employé. C'est ça qui attire aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer. Encore une fois, ne vous dites pas que ça ne va pas intéresser et faites vous tester. Il y aura des choses qui n'intéresseront pas ou moins. C'est pas grave. Et faites un travail d'introspection sur qui vous êtes, pourquoi vous faites ce que vous faites. Et n'hésitez pas, franchement, à raconter votre histoire. Je sais que on peut avoir ce truc de se dire j'ai pas envie de faire comme tout le monde et j'ai pas envie de faire ce truc de je raconte que mes réussites alors que c'est difficile. En fait, à partir du moment où vous êtes authentique, vous avez l'air d'être des personnes authentiques. Je pense que vous n'allez pas rencontrer cette problématique. Si vous voyez des posts de gens où ça vous énerve, enlevez-les et comme ça, il n'y a plus de problème. Quand tu parles donc de tester, toi, au niveau des horaires de publication, tu as fait plusieurs tests pour voir à quel moment ça marchait le mieux Parce que c'est vrai que je pense qu'il y a des fois, on lit des choses sur Internet, mais je pense qu'il n'y a pas de vérité stricte là-dessus. Je pense que justement, ça dépend de ta communauté et d'à quel moment elle se connecte sur leur réseau. Quoi. Exactement. Bah, écoute, honnêtement, aujourd'hui, je n'ai pas de grande conclusion à part que ça marche mieux le matin. Je ne sais pas pourquoi, ça peut, en tout cas pour moi, ça peut dépendre de la communauté. Je pense que, je saurais même pas dire pourquoi, mais effectivement, dans les tests que j'ai faits, maintenant, je poste quasiment plus en fin d'après-midi ou le soir parce que je reçois pas trop d'interactions. Et au niveau des jours, c'est à peu près pareil. Tu fais du test. Et après, en fait, je pense que le plus gros test, c'est au niveau de ton contenu. Alors oui, tu peux jouer avec les horaires. De toute façon, si tu respectes à peu près ce qui est conseillé. Donc, soit tôt le matin, soit un peu plus en fin d'après-midi, soit entre midi et 2, pas le mercredi. Voilà, quelques petits conseils comme ça. Ils disent pas le week-end. Alors effectivement, moi, j'ai essayé 1 ou 2 fois le week-end. Gros flop. Donc effectivement, j'ai arrêté. Mais bon, il y en a qui diront que ça marche pour eux. Donc encore une fois, ça dépend de l'audience. Moi, je trouve que l'essentiel, c'est quand même au niveau du contenu. Et effectivement, de la qualité, ça sert à rien de poster pour poster. Ça, le truc de dire, il y a des entrepreneurs qui se mettent des challenges de je poste 1 fois par jour pendant 1 mois. Franchement, si tu n'as rien à dire, ne le fais pas parce que tu vas écrire pour écrire, donc c'est pas utile. Donc qualité avant quantité. Et les phrases d'accroche, ça par contre, pour ça, allez vraiment voir Mode à la veste, elle a écrit une newsletter avec des exemples de phrases d'accroche. Et franchement, ça c'est vraiment je vois vraiment la différence et c'est là où le test and learn est mode comme le prénom et après ALAVES. Du coup, oui, par rapport aux horaires, en fait, pour le coup, moi, je suis pas trop d'accord avec ce truc de poster tôt le matin ou poster vraiment en fin de journée, etc. Parce que là, vraiment, dans mon entreprise, pour le coup, j'ai 2 exemples bien distincts. J'ai Manu qui poste à 16h, du coup, il poste les mardis et les jeudis à 16h. Et j'ai Morgane qui poste une fois de temps en temps, tôt le matin. Pour Morgane, ça marche tôt le matin. Pour Manu, ce qui marche, c'est vraiment l'après-midi, 16h. Mais après, il y a beaucoup de posts en fait qui fonctionnent bien le matin parce que finalement, en fait, c'est le moment où la plupart des gens vont se connecter sur LinkedIn. Quand ils arrivent au travail, ils vont aller sur l'ordinateur, ils vont directement aller sur LinkedIn ou sur le téléphone en attendant, dans le cas où c'est des parents, que les enfants partent du coup à l'école. Dans mon cas, par exemple, nous, les étudiants, je sais qu'on check à plusieurs reprises dans la journée. Enfin, c'est un peu comme notre Instagram, quoi, sauf que c'est LinkedIn.
Donc, en fait, c'est un peu une règle qui est propre à chacun et qui est propre à la communauté de chacun. Donc, le mieux, en fait, ça reste vraiment d'observer en fait, les gens à qui on parle et comment on leur parle et comment ils perçoivent aussi, du coup, notre communication. C'est super important parce que, en fait, la manière de communiquer avec eux va aussi définir, du coup, la fidélité qu'ils vont accorder à nos posts. Et ça peut tout à fait générer des situations de type d'habitude, tu postes à 8h du matin et un jour, tu postes, j'en sais rien, à 15h, par exemple. Et puis, en fait, toute ta communauté qui est là de base à 8h du matin est là à 15h, alors que, de base, sur tout ce qui est recherche sur les horaires sur lesquels il faut poster, etc., il y a des gens qui ont fait de la veille dessus. Et en gros, les résultats qu'ils donnent sont plutôt généralistes. Parce que c'est vraiment hyper personnalisé, c'est vraiment hyper propre à chacun pour le coup. Mais pour ça, faut faire de la veille et faut analyser en fait, faut analyser ta cible. Exactement, il faut faire du test and learn sur que ce soit les horaires comme le contenu. Ouais. Merci. Plus de questions? Ouais, il y a plusieurs moyens de communiquer sur les réseaux. Est-ce que tu as un angle qui est qui tu es? Est-ce que tu ressens globalement? Ce que tu fais, c'est ton activité pro. Est-ce que tu sais, c'est de l'analyse sur le marché, sur ce que tu veux. Est-ce que tu penses que une fois que tu as choisi un angle, tu le conserves? Ou alors tu peux aller jongler sur les différents? Moi, je trouve que tu peux aller jongler sur les différents. Dans le sens où, effectivement, tu vas toujours vouloir mettre en avant ton expertise, parce que c'est ça qui va te démarquer, te différencier potentiellement de la concurrence. Mais je pense que là, en diversifiant le contenu, c'est ça qui va te rendre authentique, toi en tant que personne, et qui va aussi te différencier du coup. Parce que si tu parles que de ton expertise, tu n'es pas le seul, généralement, à avoir cette expertise. Donc, si tu diversifies ton contenu en le rendant un peu plus personnel, généralement, tu vas encore plus te différencier. Et est-ce que tu ne penses pas que... je reviens à ma toute première question qui est pourquoi on fait ça? Et quel est l'intérêt d'aller communiquer sur sa personne sur les réseaux pour faire avancer son business? Et en gros, si tu vas développer tes clients, est-ce que donc tu peux parler de ce que tu sais, faire des analyses marché par exemple, ou de ce que fait ta boîte? Est-ce que ça ajoute vraiment quelque chose sur qui tu es? Je prends comme exemple un des VP réseau là, de chez Orange qui fait des analyses marché, qui est super pertinent. Si demain il parlait de ce qu'il est, je crois que j'en aurais rien à foutre. Et du coup, je me demande si la dichotomie entre qui tu es, ce que tu fais, ce que tu sais, te permet pas d'adresser certains types de clients. Il n'y a pas un match en fait. Toi, ce que tu dis, c'est qu'en fait, vas-y, arrose large. Mais est-ce que c'est pas pertinent d'aller choisir un angle, une catégorie? En fait, tout dépend de ce que tu cherches. Pour ça, dès le début, on a parlé de la raison et les objectifs de pourquoi on fait ça. Effectivement, là, en fait, depuis tout à l'heure, je pense qu'on est à peu près dans les mêmes problématiques tous ensemble. Effectivement, si quelqu'un arrive dans cette pièce et me dit que, en fait, il est déjà VP chez Orange, je pense pas que ce soit les mêmes objectifs, effectivement. Après, pour des CEO, leaders de grosses boîtes, employeurs, etc., il peut vouloir attirer des talents en parlant en tant que CEO, en fait, en attirant pour attirer les profils, parce que de nos jours, quand même, mine de rien, tout ce qui est relations humaines, recrutement, etc., c'est compliqué. Donc, en fait, pour un CEO, de parler de sa manière de voir les choses, etc., alors, c'est peut-être pour lui, ça ne va pas être de grandir son audience, parce que, encore une fois, s'il est VP de Orange, il n'a peut-être pas besoin d'une audience. Par contre, peut-être qu'il a envie d'attirer des talents, des personnes qui sont dans la même dynamique, la même vision d'une entreprise. Donc, en fait, ça va vraiment dépendre de l'objectif, mais l'objectif va déterminer le contenu. Je crois que c'était la dernière question. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir. En plus, je sais qu'hier soir, tu venais juste d'arriver en France, en direction du Canada. Donc, merci pour cet atelier qui était très intéressant. Merci beaucoup à toi. Je vais juste passer la parole à Laure Fagard du Business Pôle. Merci Xavier, merci Elsa pour son intervention sur le personal branding. On était ravis de t'avoir donc au Business Pôle et tous les mois à peu près, on essaie de mettre en place donc des interventions, soit en fin de journée, dans l'après-midi ou entre midi et deux. Donc à bientôt. Merci.